Les genoux de Ruth Ann Calloway ont heurté la terre avant le premier coup de ciseau. Elle n'a pas crié. Elle avait appris que crier ne faisait qu'inciter Ada Hadley à appuyer plus fort. Les cisailles ont mordu dans ses cheveux. D'épaisses mèches auburn tombaient dans la poussière, comme quelque chose qui se mourait. La foule regardait. Personne ne bougeait. Puis une voix, basse et rauque comme une chaîne traînant sur la pierre, a brisé le silence. Lâchez-la. Josiah Harlan n'avait pas parlé à âmes qui vivent depuis 8 ans, mais il parlait maintenant. Et chaque homme dans cette rue a entendu la promesse derrière ces mots. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez l'histoire de Ruth Ann jusqu'à la fin. Laissez un commentaire en indiquant la ville d'où vous nous regardez ce soir. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Les cisailles étaient émoussées. C'est la seule chose à laquelle Ruth Ann pensait. Pendant qu'Ada Hadley sciait une autre de ses mèches. Pas des cisailles propres et tranchantes qui auraient fait le travail rapidement. Des cisailles émoussées, du genre qu'on utiliserait sur un mouton qu'on ne craint pas de blesser. « Tiens-toi tranquille », a dit Ada. Ruth Ann s'est tenue tranquille. Elle se tenait tranquille depuis 2 ans. Le soleil tapait fort dans la ruelle entre l'écurie et le magasin d'aliments. Le genre de chaleur qui pèse sur le crâne et fait miroiter l'air. Une douzaine de personnes regardaient, peut-être plus. Des femmes qu'elle reconnaissait du magasin général. Des hommes qui lui soulevaient leur chapeau le dimanche et qui, maintenant, ne parvenaient plus à croiser son regard. « Tu te prends pour quelqu'un, n'est-ce pas? » La voix d'Aïda portait, calibrée pour la foule. « Tu penses que parce que tu sais lire, parce que tu peux griffonner des lettres comme une maîtresse d'école, ça te rend meilleur que la famille de mon garçon? » Les cisailles se sont prises dans un nœud et ont tiré brusquement. La tête de Ruth Ann a basculé sur le côté. Elle s'est mordue l'intérieur de la joue assez fort pour sentir le goût du fer. Mon Virgil est à peine froid et elle a déjà des idées. Ada a annoncé, se tournant vers les badauds comme un prêtre prononçant un sermon. Je l'ai trouvée en train d'écrire une lettre. Une lettre à un avocat d'Abilene. Elle posait des questions sur les droits de propriété. Une propriété qui nous appartient. Un murmure a parcouru la foule. Ruth Ann fixait la terre entre ses bottes. La lettre était bien réelle. Elle l'avait écrite à la lueur de la lampe, les mains tremblantes. Chaque mot était choisi avec la prudence d'un pas sur de la glace fine. Elle s'était renseignée sur les droits des veuves. Elle demandait si la famille d'un homme décédé pouvait retenir une femme contre sa volonté. Ada l'avait trouvée dans la paille du matelas. « Lévi, » a dit Ada. Son plus jeune fils s'est avancé, la mâchoire serrée. Il tenait un seau en fer blanc. Ruth Ann savait ce qu'il y avait dedans avant même qu'il ne le penche. Elle les avait vus le préparer ce matin-là. De la cendre et de la graisse des cieux, mélangées en une pâte noire comme le péché. « Maman, » a dit Lévi, assez bas pour que seuls Ruth Ann et Ada puissent l'entendre. Peut-être qu'on n'a pas besoin de lui en mettre sur le visage. Les gens regardent. « C'est justement le but, » a dit Ada, « que les gens regardent. » Lévi a hésité. L'espace d'une respiration, Ruth Ann a cru qu'il allait refuser. Son regard a croisé le sien et quelque chose a vacillé. Pas de la gentillesse, pas vraiment. Mais quelque chose qui y ressemblait. De la gêne, peut-être. Le regard d'un homme qui connaissait la frontière entre la correction et la cruauté, et qui voyait sa mère la franchir. Puis, il a plongé la main dans le seau. « Tourne-la !» a ordonné Ada. Les doigts de Lévi, gluants et noirs, se sont pressés contre la mâchoire de Ruth Ann. Il a forcé son visage à se tourner vers la foule. La pâte était froide, épaisse. Elle sentait le brûlé et la graisse. Il l'a étalée sur sa joue gauche, puis sur la droite. Il agissait vite, comme s'il voulait en finir. Ruth Ann a fermé les yeux. Derrière ses paupières, elle a vu le visage de son père, tel qu'il était quand il lui apprenait à lire près de la fenêtre de sa forge. « Les mots sont la seule chose qu'ils ne peuvent pas t'arracher, Ruthie, » avait-il dit. « Un homme peut prendre ta terre, ton argent, ton nom, mais il ne peut pas effacer ce que tu as lu. » Maintenant, ils essayaient de l'effacer. « Ouvre les yeux, » a ordonné Ada. « Regarde ces gens. Laisse-les voir ce qui arrive à une femme qui oublie sa place.
Ruth Ann a ouvert les yeux. Les visages dansaient devant elle. Madame Patterson de l'épicerie, serrant son châle comme un bouclier. Le vieux Deeks, le maréchal Ferrand, appuyé contre le mur, les bras croisés et la bouche fine. Le jeune Fletcher, pas plus de 12 ans, qui regardait la bouche bée. Et puis, à la lisière de la foule, un espace s'est créé. Là se tenait un homme qu'elle n'avait vu que de loin, toujours seul, se déplaçant en ville comme s'il n'était que de passage, même s'il vivait ici depuis des années. Josiah Harlan se tenait là, bien campé sur ses jambes. Il tenait encore dans sa main gauche un gond cassé de la barrière du corral. Son chapeau jetait une ombre sur la moitié supérieure de son visage, mais sa mâchoire était visible. Et elle était dure comme la pierre. Il n'a pas bousculé la foule. Il n'en avait pas besoin. Les gens s'écartaient pour lui, comme l'eau contourne un rocher. Non pas par peur, mais parce qu'ils comprennent que le rocher ne bougera pas le premier. J'ai dit « Ouvre tes... » a commencé Ada. J'ai entendu ce que vous avez dit. La voix de Josiah a coupé la sienne. Basse, sans hâte et plate comme une planche rabotée. Il n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. La ruelle était devenue silencieuse. Comme une pièce devient silencieuse quand quelqu'un lève un marteau. Ada s'est tournée vers lui, les cisailles toujours à la main. « C'est une affaire de famille, Monsieur Harlan. Ça ne ressemble pas à une affaire de famille. » Il a regardé Ruth Ann. Pas la pâte noire sur son visage. Pas les plaques irrégulières où ses cheveux avaient été coupés. Il a regardé ses yeux. Ça ressemble à une femme retenue contre son gré au milieu de la rue. « C'est de la famille, » a dit Lévi en se redressant. « Elle a épousé mon frère. Votre frère est mort. » Les mots sont tombés comme une pierre dans l'eau calme. Le visage de Lévi s'est empourpré. Sa main s'est retirée de la mâchoire de Ruth Ann. Ses doigts se sont recroquevillés sur le côté. « Vous ne savez rien de tout ça, » a dit Lévi. « Je sais ce que je vois. » Josiah a posé le gond cassé sur un tonneau près du mur, lentement, délibérément, libérant ainsi ses deux mains, et ce que je vois est terminé. Ada a ri, un son unique et sec. Comme une branche qui craque. Terminé? Pour qui vous prenez-vous? Vous ne parlez à personne dans cette ville depuis des années. Et maintenant, vous avez un avis sur ma famille. Pas besoin d'avis. Josiah s'est approché. Pas d'Ada. De Ruth Ann. Madame, a-t-il dit, et sa voix est descendue à un niveau qu'elle seule pouvait entendre. Pouvez-vous vous lever? Ruth Ann a levé les yeux vers lui. La pâte séchait sur ses joues, tirant la peau. Son cuir chevelu la brûlait là où les cisailles l'avaient éraflé. Son bras droit lui faisait mal là où Lévi l'avait agrippé. « Je ne vous connais pas, » a-t-elle murmuré. « Non, madame, vous ne me connaissez pas. Alors pourquoi? » Il est resté silencieux un instant, parce que personne d'autre ne le fera. Quelque chose s'est fissuré dans sa poitrine. Pas de la chaleur, pas vraiment, ni de l'espoir. Mais l'espace où ces choses pourraient un jour grandir. Elle a attrapé le bord du tabouret et s'est mise debout. Ses genoux tremblaient, sa vision était floue, mais elle était debout. Ada a fait un pas vers elle. « Rassieds-toi, Clara, nous n'avons pas terminé. » Son nom, a dit Josiah sans se retourner, est Ruth Ann, et oui, vous avez terminé. Levi a alors bougé, rapide et fluide. Il s'est placé entre Josiah et sa mère. Sa main reposait sur la crosse de son revolver. Il ne l'a pas dégainé. Il laissait juste le poids du geste parler. « Monsieur, a dit Levi, je vais vous donner une chance de vous en aller. » Le regard de Josiah s'est porté sur la main de Levi, puis sur son visage. J'apprécie l'offre. Je suis sérieux. Moi aussi. Josiah n'avait pas haussé la voix une seule fois. Il n'avait pas changé de posture. Il ne s'était pas mis en garde comme le font les hommes qui cherchent la bagarre. Il se tenait là comme un poteau de clôture, enraciné, patient et décidé à ne pas bouger. Vous voulez dégainer contre moi pour une femme que vous avez barbouillée de graisse d'essieu? C'est votre choix. Mais je réfléchirai à la façon dont cette histoire sonnera quand les gens la raconteront plus tard. La mâchoire de Levi s'est contractée. Ses doigts ont tressailli sur la crosse du revolver. Derrière lui, Ada a sifflé quelque chose de bas et de furieux, mais les mots n'ont pas porté. « Elle nous a volé », a dit Lévi plus fort maintenant, s'adressant à la foule. « Des vêtements, de l'argenterie, une courte pointe que ma mère a faite de ses propres mains.
Elle essayait de s'enfuir, et elle préparait ça depuis des semaines. La voix de Ruth Ann est sortie avant qu'elle ne l'ait prévu. Rêche comme du papier de verre, mais ferme. Je n'ai jamais rien pris de votre maison, sauf la robe que je porte, et votre mère n'a pas fait cette courte pointe. C'est moi. Silence. Le genre de silence qui a un poids. Le vieux Deeks s'est détaché du mur, décroisant les bras. J'ai vu cette courte pointe sur la corde à linge. J'ai vu Ruth Ann la coudre sur le porche l'hiver dernier. Ce motif n'est pas l'œuvre de votre mère. Le visage d'Ada est devenu blanc, puis rouge. Vous me traitez de menteuse. Je dis ce que j'ai vu, a dit Deeks calmement, et il est retourné s'appuyer contre le mur. Josiah n'a pas attendu la fin de la dispute. Il a retiré le foulard de son cou. Un foulard bleu délavé, adouci par des années de sueur et de soleil. Il l'a tendu à Ruth Ann. Il ne l'a pas drapé sur ses épaules. Il l'a tendu et l'a laissé décider de le prendre ou non. Elle l'a pris. Ses doigts ont effleuré les siens. Elle a senti les callosités, épaisses comme du cuir de sel. Elle a pressé le tissu sur son visage. La pâte noire s'est détachée sur le tissu en longues traînées sombres. « Vous ne pouvez pas l'emmener comme ça », a dit Ada. Et maintenant sa voix avait une tonalité que Ruth Ann n'avait jamais entendue. Pas de la colère, de la peur. Elle est à nous. La loi dit qu'une veuve est sa propre personne. Josiah a dit « À moins que vous n'ayez un papier qui dit le contraire, je vous suggère de prendre ces cisailles et de rentrer chez vous. J'irai voir le shérif. » Bien. Dites-lui ce que vous faisiez quand je vous ai trouvé. Je parie que ça l'intéressera beaucoup. La bouche d'Ada s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Elle a regardé son fils, puis la foule, cherchant un allié. Madame Patterson a détourné le regard. Le jeune Fletcher fixait ses chaussures. Même les hommes qui traînaient au fond de la ruelle, à moitié regardant, à moitié faisant semblant de ne pas être là, ont soudain trouvé une raison d'être ailleurs. « Allons, maman, » a dit Lévi doucement. Il a pris le bras d'Ada. Elle l'a repoussé, mais s'est tout de même retournée, les cisailles toujours serrées dans son poing. Elle a traversé la foule le dos raide. Lévi un pas derrière. Ruth Ann les a regardés partir, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau se cognant contre une fenêtre. Puis il ne restait plus qu'elle, Josiah, et les restes épars de ses cheveux dans la poussière. « Pouvez-vous marcher ?» a-t-il demandé. « Je crois. Mon cheval est à la barre près du magasin général. Ce n'est pas loin. » Elle a fait un pas et sa cheville a tourné sur une pierre instable. Sa main était là instantanément. Il ne l'a pas agrippée, juste posée, plate et stable, près de son coude. Elle s'est redressée et a continué d'avancer. La lumière du soleil l'a frappée quand ils ont quitté la ruelle, et elle a tressailli. C'était trop vif, trop ouvert, comme si elle sortait d'une grotte. La rue principale de Breer Creek s'étendait dans les deux directions, poussiéreuse et à moitié vide dans la chaleur de midi. Un chien dormait sous le porche du saloon. 2 chevaux somnolaient à l'abreuvoir. Le hongre de Josiah était attaché à la barre près des marches du magasin. C'était un grand animal aux yeux calmes, de la couleur du sable mouillé. Il a tourné la tête à leur approche et a henni doucement. Ruth Ann s'est arrêtée. « Où m'emmenez-vous? »« Chez moi, à 7 miles sur la route du ruisseau. »« Pourquoi? » Il a détaché les rênes, les enroulant une fois autour de son poing. « Parce qu'ils viendront vous chercher d'ici 1 heure, et il n'y a aucun endroit en ville qui pourra les en empêcher. » Elle l'a dévisagé. Cet homme qu'elle avait vu 100 fois et jamais entendu prononcer plus de 4 mots à la fois. Des rides autour de ses yeux, profondes. Du genre de celles creusées par plus que le temps. Une cicatrice le long de l'articulation de sa main droite, guérie, blanche et brillante. Des épaules qui semblaient avoir porté plus que des poteaux de clôture. « Je ne connais même pas votre nom », a-t-elle dit. « Josiah Harlan. Je suis Ruth Ann Calloway. » Je sais. J'ai entendu Deeks le dire au magasin 1 fois. Il a fait une pause. « Vous êtes prête? »« Non, pensa-t-elle. Je ne suis prête pour rien de tout ça. On m'a coupé les cheveux. Mon visage est barbouillé de cendres, et je suis dans la rue avec un inconnu qui veut me faire monter sur son cheval. Oui, a-t-elle dit. Il a mis le pied à l'étrier et s'est hissé en selle. Puis il a tendu une main vers elle.
Elle l'a prise et il l'a tirée derrière lui avec une force qui semblait sans effort, comme on soulèverait un enfant ou un sac de farine. Elle s'est installée derrière la selle, ses mains agrippant le pommeau. « Vous pouvez vous accrocher si vous en avez besoin » a-t-il dit sans se retourner. « Je n'y verrai aucun inconvénient. » Elle a gardé sa prise sur le pommeau. Pas encore. Ils sont sortis de Brier Creek au pas. La ville s'est refermée derrière eux comme un livre qu'elle ne voulait plus jamais ouvrir. La route devant eux était une poussière pâle, droite comme un fil à plomb. Elle traversait la sauge et l'herbe sèche. Après un mile, elle a desserré sa prise sur le cuir et a laissé ses mains reposer sur ses genoux. Le foulard était toujours chiffonné dans son poing. Il était taché de noir par la pâte qu'il lui avait mise sur le visage. « Monsieur Harlon » a-t-elle dit. « Josiah » a-t-il corrigé, sans se tourner. « Josiah, que se passera-t-il quand ils viendront me chercher? » Il n'a pas répondu tout de suite. Les sabots du cheval maintenaient leur rythme régulier sur la terre battue. Le silence s'est étiré si longtemps qu'elle a cru qu'il n'avait pas entendu. Puis il a dit, d'une voix calme et égale, « Alors je suppose qu'ils découvriront que je suis à la maison. » Elle a expiré un souffle qu'elle ne savait pas retenir. La route devant eux s'incurvait, montant vers une crête. Le ciel était chargé de nuages blancs en enclume, annonciateurs d'un orage d'été. Derrière eux, Brier Creek miroitait dans la chaleur. Et dans la ruelle entre l'écurie et le magasin d'aliments, les cheveux de Ruth Ann gisaient toujours dans la poussière. Le vent commençait déjà à les disperser. Mais Ruth Ann elle-même était à 7 miles de là, et elle avançait. Et pour la première fois en 2 ans, elle avançait dans une direction qu'elle avait choisie. Le hongre s'est arrêté à la barrière du porche et Josiah est descendu le premier. Il s'est retourné et a de nouveau offert sa main, paume vers le haut, attendant. Ruth Ann l'a regardé un long moment, puis l'a prise et s'est laissée glisser au sol. Ses bottes ont heurté la marche et ses genoux ont presque fléchi. « Doucement » a-t-il dit. « Je suis stable. » Elle ne l'était pas, mais le dire la rapprochait de la vérité. Il a montré le banc près de la porte. « Asseyez-vous là 1 minute. Je vais chercher de l'eau. » Elle s'est assise, non pas parce qu'il le lui avait dit, mais parce que ses jambes ne lui laissaient pas le choix. Ses mains tremblaient, un fin tremblement. Elle ne pouvait pas l'arrêter, même en les serrant très fort. Le foulard était toujours en boule dans son poing, les taches noires séchant déjà et devenant rigides. Josiah est revenu avec une bassine en fer blanc et un chiffon propre, l'eau clapotant contre le bord. Il l'a posée à côté d'elle sur le banc et a reculé. Il ne s'est pas accroupi à son niveau. Il n'a pas tourné autour d'elle. Il lui a juste donné les outils et lui a laissé de l'espace. « Pour votre visage » a-t-il dit. Puis il s'est dirigé vers la grange et elle a entendu de la porte grincer et sa voix murmurer quelque chose de bas au cheval. Ruth Ann a trempé le chiffon et l'a pressé sur sa joue. L'eau était fraîche, presque froide, fraîchement tirée du puits. La graisse partait lentement, tenace, et elle a dû frotter plus fort qu'elle ne le voulait. Chaque passage du chiffon lui donnait l'impression d'enlever une couche de quelque chose de plus profond que la pâte des cieux. Son reflet vacillait dans l'eau de la bassine, brisée et sombre. Elle se reconnaissait à peine. Le pire, c'était les cheveux. Pas parce qu'elle en était vaniteuse. Elle les avait toujours portés simplement, sans ruban, sans épingle. Mais Ada les avait coupés de manière irrégulière exprès, en dents de scie et inégaux, pour que quiconque la regarderait sache que ce n'était pas son choix. C'était le but. C'était toujours le but avec Ada. Pas la punition elle-même, mais s'assurer que le monde puisse la voir. Ruth Ann a essoré le chiffon et a frotté sa joue droite jusqu'à ce que la peau la pique. L'eau dans la bassine est devenue grise puis noire. Elle l'a prise et l'a vidée au bord du porche. Quand Josiah est revenu de la grange, elle était assise, les mains à plat sur les genoux, le visage à vif et propre, la mâchoire serrée. « Merci » a-t-elle dit. « Pour l'eau. » Il a hoché la tête. « Vous avez faim? »« Non. »« Vous devriez manger quand même. J'ai dit que je n'ai pas faim. » Il l'a regardé un moment, et elle s'attendait à l'éclair d'irritation qu'elle avait appris à guetter sur les visages des hommes. Le resserrement de la bouche, le clignement dur. Mais Josiah a simplement dit « D'accord. » Et il est entré.
Elle est restée seule sur le porche pendant que la lumière changeait. Des mouches bourdonnaient autour de l'abreuvoir près de la grange. Une poule picorait quelque chose dans la terre, de l'intérieur de la cabane, et elle entendait les bruits discrets d'un homme se déplaçant dans un petit espace, le grattement d'une bouilloire, le bruit sourd d'une porte de placard. Au bout d'un moment, l'odeur du café lui est parvenue, et son estomac s'est noué d'une faim qu'elle n'avait pas voulu admettre. Elle s'est levée et est entrée. La cabane était petite, sombre et dépouillée. Une table avec 2 chaises, un poêle, un lit étroit visible à travers une embrasure de porte. Tout était propre mais usé. Comme le deviennent les choses quand elles ont été utilisées par une seule personne pendant longtemps et que personne d'autre n'a eu de raison de les réarranger. Josiah a posé une tasse en fer blanc devant elle sans commentaire. Elle l'a entourée de ses 2 mains et a bu. Le café était assez fort pour décaper de la peinture et c'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des mois. « Il y a une chambre par là », a-t-il dit en hochant la tête vers l'embrasure. « Le lit, c'est fait. Prenez-la. Je dormirai ici. Je ne vais pas vous chasser de votre lit. Vous ne me chassez de nulle part. Je dors par terre la moitié du temps, de toute façon. Ma mauvaise épaule n'aime pas le matelas. Elle l'a regardé par-dessus le bord de la tasse. La guerre. Shiloh. Une balle de Minnie est entrée proprement. Elle est sortie salement. Il a dit ça comme on dirait qu'on s'est cogné l'orteil. Plat. Fini. Ne cherchant pas la sympathie. L'épaule se bloque quand il pleut. Le sol est en fait meilleur pour ça. Ah, il y a combien de temps? 62. Il s'est versé sa propre tasse et s'est assis en face d'elle. Longtemps. Elle a fait le calcul. 14 ans. Il portait cette blessure depuis plus longtemps qu'elle n'était en vie quand elle a épousé Virgil. Vous vivez ici seul? Ce n'était pas une question. Oui, madame. Depuis combien de temps? Il a bu une lande gorgée. 8 ans, à peu près. Elle a attendu. Il n'en a pas dit plus. La plupart des hommes se seraient précipités pour combler le silence, pour s'expliquer, pour s'assurer qu'elles comprennent qu'ils allaient bien, qu'ils avaient choisi ça. Ce n'était pas de la solitude, c'était de l'indépendance. Josiah a juste bu son café et a laissé le silence être ce qu'il était. « Je devrais vous dire quelque chose », a dit Ruth Ann. « Pour que vous sachiez dans quoi vous vous êtes embarqué, vous ne me devez rien. Il ne s'agit pas de devoir. Il s'agit d'un juste avertissement. » Elle a posé la tasse. « Mon mari est mort depuis 2 ans. Il s'appelait Virgil Hadley. Il est tombé d'une mule, ivre, et s'est brisé le cou. Et sa famille m'en a blâmé depuis. L'expression de Josiah n'a pas changé. Ils ont dit que je le poussais à boire, que j'étais froide avec lui, que je ne voulais pas lui donner d'enfant, que je ne restais pas à ma place. Sa mère a dit à tout le monde à Brier Creek que j'avais jeté un sort sur la famille. Les récoltes ont échoué. C'était de moi. Les poules ont arrêté de pondre. C'était de moi. Virgil mort dans la poussière avec une haleine de whisky. C'était de moi aussi. Buvait-il avant que vous ne l'épousiez? Il buvait avant même de pouvoir se laisser pousser la barbe. Josiah a hoché la tête une fois. Donc, ce n'était pas à cause de vous. Ça n'a jamais été à cause de moi. J'étais juste la chose la plus facile à frapper. Sa voix s'est durcie et elle l'a entendu. Elle a senti le tranchant y entrer comme une lame qu'on dégaine. Après la mort de Virgil, Ada m'a gardé, pas par gentillesse. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison, du jardin, faire la lessive, et elle avait besoin de quelqu'un à punir. J'étais les deux. 2 ans de ça. 2 ans. Les doigts de Ruth Ann se sont resserrés autour de la tasse. J'aurais pu partir plus tôt, j'aurais dû, mais je n'avais nulle part où aller. Plus de famille, pas d'argent. Ada a gardé tout ce que Virgil possédait. Elle disait que c'était la propriété des Hadley et personne en ville ne l'a contredite. Personne ne le fait jamais, a dit Josiah doucement. La lettre a été la goutte d'eau. J'ai écrit à un avocat d'Abilene pour me renseigner sur les droits des veuves, si je pouvais réclamer quelque chose, si la loi me considérait comme une personne ou un meuble. Elle a presque souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Ada l'a trouvé dans la paille du matelas, et c'est là qu'elle a décidé que me couper les cheveux une fois ne suffisait pas. Une fois. Ruth Ann a touché les pointes irrégulières au-dessus de son oreille. La première fois, c'était il y a 6 mois. Elle a dit que c'était pour m'humilier.
Cette fois, elle voulait s'assurer que je ne pourrais pas traverser la ville sans que tout le monde voie ce qu'elle avait fait. Le visage, c'était l'idée de Lévi, ou la sienne en utilisant les mains de Lévi. Il voulait que je sois marqué. Josiah était resté silencieux un long moment. Le café a refroidi entre eux. Dehors, Éléongre a tapé du sabot une fois dans la cour, et une tourterelle a roucoulé quelque part près du moulin à vent. « Ce garçon, » a finalement dit Josiah. « Lévi, il veut vous épouser? » Ruth Ann a tressailli. Pas beaucoup, juste un petit resserrement autour de la bouche. Mais Josiah l'a vu. « Ada insiste depuis les funérailles, » a-t-elle dit. « Gardez la veuve dans la famille. Gardez la terre propre. » Levi agit comme s'il était gentil, comme s'il me faisait une faveur. Mais c'est la même cage avec une nouvelle couche de peinture. Et vous avez dit non. J'ai dit non à chaque fois qu'ils ont demandé. C'est pour ça les cheveux. C'est pour ça le visage. On ne dit pas non à Ada Hadley et on s'en sort indemne. Josiah s'est reculé de la table et s'est levé. Il s'est dirigé vers le mur où un fusil était appuyé dans le coin, l'a pris, a vérifié le mécanisme avec des mains rapides et expertes et l'a reposé. Ruth Ann a observé son visage pendant qu'il le faisait. « Vous les attendez, » a-t-elle dit. « J'attends quelque chose. Que ce soit eux ou des ennuis en général, il vaut mieux être prêt. » Il s'est retourné vers elle. « Je dois vous poser une question et j'ai besoin que vous y répondiez franchement. » Demandez. « Voulez-vous être ici? Pas parce que vous n'avez nulle part où aller. Pas parce que je vous ai sorti de cette ruelle et que vous vous sentez obligé. Est-ce que vous, Ruth Ann Calloway, voulez être assise dans cette cabane en ce moment? » Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait depuis 2 ans, peut-être plus, peut-être jamais. La question l'a frappée plus fort que les cisailles d'Ada, plus fort que la main de Lévi sur sa mâchoire. Elle a fissuré quelque chose dans sa poitrine, et pendant un terrible instant, elle a cru qu'elle allait pleurer. Elle ne l'a pas fait. « Oui, » a-t-elle dit, « je veux être ici. » Très bien, alors. Il s'est rassis. C'est réglé. Le soir est tombé lentement et lourdement, comme le font les soirs d'été quand la chaleur met du temps à se dissiper. Josiah a fait frire du porc salé et bouillir des haricots, posant une assiette devant elle sans cérémonie. Elle a mangé 7 fois chaque bouchée et a senti la nourriture s'installer dans son estomac comme quelque chose de solide sur lequel elle pouvait construire. Après le repas, il a attisé le poêle et a déroulé un sac de couchage près de l'âtre. Elle se tenait dans l'embrasure de la petite chambre et, regardant le lit étroit, la courte pointe délavée, l'oreiller unique. Une chambre d'homme seul. La porte reste ouverte si vous voulez, a-t-il dit depuis la pièce principale. Ou fermée, à votre choix. Elle l'a laissée à moitié ouverte, non pas parce qu'elle lui faisait confiance. La confiance était une monnaie qu'elle avait dépensée et perdue trop de fois. Mais parce que la fente de lumière de la lampe lui semblait être un fil la reliant à quelque chose, et elle n'était pas prête à le couper. Elle était allongée dans le noir, écoutant son propre rythme cardiaque. Le matelas était fin mais propre, et il sentait le cèdre et le savon. Rien à voir avec la paillasse de la maison Hadley qui sentait la poussière, le whisky de Virgil et des années de malheur. De la pièce principale est venu le son de Josiah vérifiant le fusil une dernière fois, le clic silencieux de la culasse, le glissement du canon, puis le grincement du sac de couchage alors qu'il s'installait. Elle a fermé les yeux. Pour la première fois en 2 ans, personne ne dormait entre elle et la porte pour l'empêcher de sortir. Elle s'est réveillée au son de bottes sur le bois. La lumière de l'aube, grise et fine, filtrait par la seule fenêtre. Elle s'est redressée d'un coup, le cœur battant, les mains déjà appuyées sur le matelas pour courir. Puis elle a entendu la poignée de la pompe dehors, le grincement rythmique et le jaillissement de l'eau, et son pouls a commencé à ralentir. Juste Josiah, juste le matin. Elle l'a trouvé à la pompe en train de remplir 2 seaux. Ses manches étaient retroussées et la cicatrice sur son épaule était visible là où la chemise tirait, une crête de peau noueuse qui se tordait vers son cou. Il a levé les yeux. Le café est sur le poêle. Elle s'est versé une tasse et en a apporté une pour lui aussi. Il l'a prise avec un hochement de tête et ils sont restés sur le porche dans la lumière matinale, buvant en silence. La terre s'étendait devant eux, dorée et brune, le moulin à vent tournant lentement.
Je vais dire quelque chose, a dit Ruth Ann, et j'ai besoin que vous l'entendiez sans jouer les nobles. Le coin de sa bouche a tressailli. Je vais essayer. Je ne vais pas rester assise sur ce poche à attendre d'être sauvée à nouveau. Quoi qu'il arrive, que ce soit Ada ou Livy ou toute la ville de Briar Creek, et je ne serai pas la femme sur le tabouret, plus maintenant, plus jamais. Il l'a regardé, personne ne vous demande de l'être. Bien, alors donnez-moi du travail. Ça l'a surpris. Elle l'a vu dans le rapide haussement de ses sourcils. Juste un instant. Du travail. Je peux nourrir les poules, réparer les clôtures, m'occuper d'un jardin. Je peux cuisiner mieux que ce que c'était hier soir. Elle l'a dit sans sourciller. Et il lui a fallu 3 bonnes secondes pour réaliser qu'elle le taquinait à propos des haricots. C'était si mauvais, a-t-il dit. J'ai connu pire, mais pas de beaucoup. Il a presque ri. C'est sorti comme une courte expiration par le nez. Le genre de son qu'un homme fait quand il est pris au dépourvu par quelque chose dont il avait oublié l'existence. L'humour, le contact humain, le petit plaisir piquant d'être taquiné par quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. D'accord, a-t-il dit. Les poules sont à vous. La clôture, je peux m'en occuper. Et si vous voulez prendre en charge la cuisine, je ne me battrai pas pour ça. Elle a posé sa tasse sur la balustrade. Alors nous nous comprenons. Je crois bien. Elle a travaillé toute la matinée avec une concentration qui frisait la fureur. Le poulailler était en désordre, la paille emmêlée et humide, l'abreuvoir renversé et vide. Elle l'a nettoyé à main nue, sortant la vieille litière, frottant l'auge, étalant de la paille fraîche qu'elle a trouvée dans la grange. Les poules la regardaient avec de petits yeux méfiants, caquetant nerveusement, mais elle se déplaçait parmi elles avec un calme qui venait d'années à s'occuper des animaux pour les Hadley. Quand elle a eu fini, elle s'est tenue dans la cour, les mains sur les hanches, de la sueur sur le front, et quelque chose qui brûlait dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas du bonheur, pas encore. Mais la satisfaction féroce et tenace d'avoir fait quelque chose parce qu'elle l'avait choisi. Josiah est passé en se dirigeant vers la clôture, un rouleau de fil de fer sur l'épaule. Il a jeté un coup d'œil au poulailler puis à elle et n'a rien dit. Mais le hochement de tête qu'il lui a fait était différent des précédents. Plus lent, comme s'il la voyait pour la première fois. À midi, elle a fait du pain de maïs et a fait frire le reste du porc salé avec des oignons sauvages qu'elle a trouvés près de la pompe. Elle a posé la nourriture sur la table et a attendu qu'il entre, poussiéreux et trempé de sueur, son épaule blessée tenue raide. Il s'est assis, a regardé l'assiette et l'a regardée. « Ne dites pas merci, a-t-elle dit. Mangez, c'est tout. » Il a mangé. À mi-chemin, il a dit « C'est meilleur que tout ce que j'ai mangé en 8 ans. Je vous ai dit de ne pas dire merci. » Je ne l'ai pas fait. J'ai énoncé un fait. Ils ont mangé dans un silence qui semblait différent des précédents. Pas le silence d'étrangers. Pas le silence de gens qui n'ont rien à se dire. Quelque chose d'autre. Quelque chose que Ruth Ann ne voulait pas encore nommer, car nommer les choses les rendait fragiles. C'est en fin d'après-midi que le cavalier est apparu. Ruth Ann était sur le porche en train de raccommoder une déchirure dans la chemise en flanelle que Josiah lui avait donnée quand elle a vu la poussière d'abord. Une seule colonne s'élevant de la route, se déplaçant régulièrement. Elle a posé l'aiguille et s'est levée. Josiah est arrivé du coin de la grange, une tarière à la main. Il l'avait vue aussi. « Entrez », a-t-il dit. « Non. » Il l'a regardée. Elle a soutenu son regard. Sa mâchoire était serrée de la même manière que dans la ruelle, mais cette fois ses yeux étaient clairs et ses pieds étaient plantés. J'ai dit que je ne serais pas la femme sur le tabouret. Je le pensais. Il n'a pas discuté. Il a appuyé la tarière contre le mur et s'est avancé sur le porche, le fusil déjà à la main, pointé vers le sol. Le cavalier est devenu net lentement. Une silhouette élancée sur une jument baie, le manteau flottant, quelque chose qui brillait sur sa poitrine. Le souffle de Ruth Ann s'est coupé. Le shérif Tucker. Josiah a dit. Le shérif a arrêté son cheval à la clôture, soulevant son chapeau. C'était un homme d'une 50aine d'années, buriné, avec une moustache qui avait plus de gris que de brun.
Ses yeux ont balayé la propriété, faisant l'inventaire comme le font les hommes de loi, le fusil dans les mains de Josiah, la femme sur le porche, la distance entre eux. « Arlon, a-t-il dit. « Madame. »« Shérif, » a répondu Josiah. Tucker a mis la main dans son manteau et en a sorti un papier plié. « J'ai une plainte déposée par Ada Hadley. Elle dit que vous avez enlevé sa belle-fille. Elle dit que la jeune femme a volé des biens, de l'argenterie, des vêtements, une courte pointe. Il a regardé Ruth Ann. C'est vrai? Non, monsieur. Ruth Ann a dit avant que Josiah ne puisse parler. J'ai quitté cette maison avec une robe sur le dos et rien d'autre. La courte pointe qu'elle réclame est celle que j'ai cousue moi-même pendant 2 hivers. Elle peut l'avoir si elle veut. Je n'ai besoin de rien de cette famille. Tucker a étudié son visage. Ils vous ont fait ça à vos cheveux? Oui, monsieur, dans la ruelle près du magasin d'aliments, devant la moitié de la ville. J'en ai entendu parler. Tucker a plié le papier et l'a remis dans son manteau. J'ai aussi entendu ce qu'ils vous ont mis sur le visage, de la graisse d'essieu et de la cendre. C'est ce qu'on me dit. C'est exact. Tucker a bougé sur sa selle. Le cuir a grincé. Voilà où j'en suis, Arlon. J'ai une veuve qui dit qu'elle est partie de son plein gré. J'ai une famille qui dit qu'elle a été enlevée. Je n'ai aucune preuve de bien volé et toute une ruelle pleine de témoins de ce que les Hadley ont fait. Je suis enclin à laisser tomber. Mais, a dit Josiah, mais Ada Hadley a 2 fils et une grande gueule, et elle parle déjà au juge Puitt d'un mandat. Je ne peux pas promettre qu'elle n'en obtiendra pas un. Tucker a de nouveau regardé Ruth Ann. Si elle le fait, je devrais revenir et ce ne sera pas une visite de courtoisie. Les mains de Ruth Ann tremblaient à nouveau, ce fin tremblement qu'elle ne pouvait contrôler, mais sa voix est sortie ferme. Je comprends, shérif, mais je ne retournerai pas dans cette maison. Quel que soit le papier qu'elle obtient, quel que soit le juge à qui elle parle, je préférerais dormir dans un fossé plutôt que d'y retourner. Tucker est resté silencieux un moment, puis il a soulevé son chapeau. « Madame, j'espère que ça n'en arrivera pas là. » Il a fait tourner la jument et est reparti vers la route, la poussière l'avalant au moment où il atteignait la crête. Ruth Ann s'est assise lourdement sur le banc, comme si ses ficelles avaient été coupées. Josiah a posé le fusil contre le mur et s'est tenu au-dessus d'elle, pas trop près. Un mandat ne signifie rien s'il n'y a pas de preuves. Vous ne connaissez pas Ada. La voix de Ruth Ann était tendue. Elle trouvera des preuves. Elle en fabriquera. Elle l'a fait pendant tout mon mariage, transformant la vérité en la forme dont elle avait besoin. Alors nous nous assurerons que la vraie vérité est plus forte. Elle a levé les yeux vers lui. Comment? Cet avocat d'Abilene à qui vous avez écrit vous a-t-il répondu? La question l'a prise de court. Je ne sais pas. Ada a trouvé ma lettre avant qu'une réponse ne puisse arriver. Alors nous écrirons à nouveau. Josiah s'est assis à l'autre bout du banc, assez loin pour lui laisser de la place. Cette fois, nous nous assurerons qu'elle arrive. Ruth Ann l'a dévisagé. Cet homme qui était seul depuis 8 ans, qui parlait plus à son cheval qu'aux gens, qui était entré dans cette ruelle sans autre raison que le fait que quelque chose en lui ne pouvait supporter de voir ça. Il lui offrait plus qu'un abri. Maintenant, il lui offrait un combat. « Pourquoi faites-vous ça? » a-t-elle demandé. Et ne me dites pas que c'est parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai besoin d'une vraie réponse. Josiah a regardé la terre, sa mâchoire se contractant. Le silence s'est étiré, et elle a pensé qu'il allait encore esquiver, lui donner une autre de ces réponses silencieuses et évasives dont il avait le secret. « J'avais une femme, a-t-il dit, Margaret, et une fille, Eliza. Elle avait 3 ans. » Ruth Ann s'est immobilisée. Elles ont eu la fièvre pendant que j'étais à Shiloh, toutes les 2. Le temps que la lettre me trouve, elles étaient en terre depuis 2 semaines. Sa voix ne s'est pas brisée. Elle était plate et sèche, comme le lit d'un ruisseau qui a été vide si longtemps que les pierres sont devenues poussière. Je suis rentré à la maison et leurs vêtements étaient encore sur les patères, et un berceau que j'avais construit de mes propres mains était dans le coin, et je n'ai pas pu les sauver. Je n'ai même pas pu être là pour leur tenir la main. Il s'est tourné vers elles. Voilà pourquoi. Parce que j'étais trop loin une fois et ça m'a tout coûté. Et quand je vous ai vu dans cette ruelle, j'étais assez près.
C'est toute la raison, Ruth Ann. J'étais assez près cette fois. Elle n'a pas parlé. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait été trop petit pour ce qu'il venait de lui confier. Alors, elle a fait la seule chose qui lui semblait honnête. Elle a tendu la main à travers l'espace entre eux et l'a posée sur son bras, juste un instant, juste assez longtemps, pour qu'il sache qu'elle l'avait entendu. Il a baissé les yeux sur sa main. Puis il a hoché la tête comme un homme hoche la tête quand quelque chose en lui bouge et s'installe dans une nouvelle position, pas guéri, mais au repos. La lumière déclinait. Le moulin à vent grinçait quelque part au-delà de la crête. La route menait à Breer Creek, où Ada Hadley affûtait sa prochaine arme. Mais ici, sur ce porche, deux personnes qui avaient tout perdu étaient assises côte à côte dans l'air qui se rafraîchissait et ne disaient plus rien. Et dans ce silence, quelque chose a commencé que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Quelque chose de calme, de tenace et de vivant, qui poussait comme l'herbe pousse à travers la terre craquelée. Non pas parce que les conditions sont bonnes, mais parce qu'elles refusent de s'arrêter. 3 jours passèrent et Ruth Ann écrivit la lettre. Elle s'assit à la table de Josiah avec un bout de crayon et un morceau de papier qu'il avait trouvé au fond d'un tiroir. Les bords jaunis, doux comme du tissu. Elle écrivit lentement et avec soin, chaque mot choisi comme son père le lui avait appris. « Dis ce que tu penses, pense ce que tu dis, et ne gaspille pas une ligne pour quelque chose qui ne tiendra pas la route en plein jour. » Josiah se tenait près du poêle, faisant semblant de regarder la bouilloire, mais elle pouvait le sentir écouter le grattement du crayon comme un homme écoute le bruit des sabots par une nuit calme. « Vous savez, un avocat va coûter de l'argent, » dit-elle sans lever les yeux. « Je sais. Je n'en ai pas. Je ne vous en ai pas demandé. » Elle arrêta d'écrire. « Josiah, je ne vais pas devoir une autre famille pour le reste de ma vie. J'ai payé ce prix une fois. » Il retira la bouilloire du feu et versa 2 tasses. Ce n'est pas une dette, c'est une lettre. Ça coûte le prix du timbre et le peu de dignité qu'il me reste à revendre. Vous en avez beaucoup, alors nous pouvons nous le permettre. Elle se remit à écrire. Quand elle eut fini, elle la lui lut à voix haute. Non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle avait besoin d'entendre les mots dans l'air pour savoir s'ils étaient assez forts. Elle posa des questions sur les droits des veuves en vertu de la loi territoriale du Texas. Elle demanda si la famille d'un homme décédé pouvait contraindre une veuve à rester dans leur foyer. Elle demanda quel statut juridique une belle-mère avait sur une femme adulte sans enfant et sans contrat. Josiah écouta les bras croisés, son café intact. Et quand elle eut fini, il dit « Ajoutez une chose de plus. »« Quoi? » Demandez-lui ce qui se passe s'ils viennent vous chercher avec un mandat signé par un juge qui boit avec les gens d'Ada. Ruth Ann le regarda. « Vous pensez que Pwitt ferait ça? Pwitt achète du bétail au Hadley depuis 6 ans. Il ne va pas mordre la main qui approvisionne son ranch. » Elle ajouta la ligne. Puis elle plia la lettre et Josiah la scella avec une goutte de cire de bougie. « Je vais la poster à Miller's Crossing. »« Elle dit! » C'est à 12 miles, mais ce n'est pas Breer Creek, et personne là-bas ne doit rien à Ada Hadley. Je viens avec vous, Ruth Ann. J'ai dit que j'y vais. Elle soutint son regard jusqu'à ce qu'il cesse de discuter, ce qui prit environ 4 secondes. Il apprenait son rythme comme on apprend l'allure d'un cheval. Non pas en le forçant, mais en y prêtant attention. Ils partirent à l'aube, Ruth Ann derrière lui sur le hongre, les mains posées sur le pommeau. Elle avait refusé de s'accrocher à lui, et il n'avait pas insisté. Mais quelque part vers le 6e mile, le sentier descendit abruptement dans un ravin, et sa main se projeta en avant et agrippa le dos de sa chemise. Elle lâcha prise dès qu'ils furent sur un terrain plat, et aucun d'eux n'en parla. Miller's Crossing était un groupe de bâtiments autour d'un carrefour plus petit que Breer Creek et 2 fois plus poussiéreux. Josiah laissa la lettre au maître de poste. Un homme mince aux doigts tachés d'encre, qui regarda les cheveux coupés de Ruth Ann et ne posa pas de questions. Sur le chemin du retour, elle dit « Combien de temps avant d'avoir des nouvelles? 2 semaines si le courrier est rapide. 1 mois si ce n'est pas le cas. Beaucoup de choses peuvent se passer en 1 mois. »« Oui, madame, c'est possible. » Elle resta silencieuse pendant le reste du trajet,
mais sa main trouva le dos de sa chemise 2 fois de plus sur les passages difficiles. Et 2 fois de plus, elle lâcha prise au moment où le sol s'aplanissait. Josiah le remarqua. Il remarquait tout chez elle maintenant, et ce fait le troublait plus que toute menace de Briar Creek. Les ennuis commencèrent 4 jours plus tard. Ruth Ann étendait le linge sur la corde derrière la cabane quand elle entendit la barrière. Pas le vent qui la poussait, le grincement délibéré de quelqu'un qui soulevait le loquet. Elle s'immobilisa, une chemise mouillée à la main, et l'eau coulant sur ses poignets. « Josiah » appela-t-elle. Pas de réponse. Il était dans le pâturage éloigné, vérifiant un veau qui boitait. Trop loin pour l'entendre, trop loin pour venir en courant. Elle posa la chemise dans le panier et contourna le côté de la cabane. Un homme se tenait à la barrière, une main sur le rail supérieur, l'autre pendant lâchement à son côté. Levi Hadley. Il était seul. Pas de cheval en vue, ce qui signifiait qu'il l'avait attaché quelque part sur la route, hors de vue. Il était venu discrètement exprès. « Ruth Ann », dit-il. Il le dit doucement, comme il le faisait toujours, comme si son nom était quelque chose de fragile, qu'il manipulait avec soin. Elle détestait cette douceur depuis la première fois qu'elle l'avait entendue. « Tu ne devrais pas être ici, Levi. Je suis venu pour parler, c'est tout. » Il leva les 2 mains, paumes ouvertes. Pas de cisailles, pas de seau, juste moi. « Où est ta mère? »« À la maison. Elle ne sait pas que je suis ici. » Il fit un pas de plus. « Je peux entrer? » »« Non. » Il s'arrêta. La douceur de son visage vacilla juste une seconde, et elle vit ce qui se cachait en dessous. Le même regard dur et possessif que portait sa mère, juste mieux déguisé. « J'essaie de t'aider, Ruth Ann. La dernière fois que tu m'as aidé, tu m'as mis de la graisse des cieux sur le visage. Sa mâchoire se serra. C'était l'œuvre de maman. Je ne voulais pas. Mais tu l'as fait. » Il resta silencieux. Un muscle travailla dans sa joue. « Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici parce que le juge Puit a signé un mandat ce matin. Maman l'a en main en ce moment, et elle prévoit d'amener le shérif ici demain avec 2 adjoints et ce papier. » L'estomac de Ruth Ann se noua, mais elle garda son visage impassible. Elle avait appris ça d'Ada. Comment encaisser un coup sans le montrer? Que dit le mandat? Il dit que tu dois être rendu à la famille en tant que veuve de Virgil. Il dit qu'il y a des biens volés à récupérer. Il dit que Harlan doit être arrêté pour enlèvement s'il interfère. Des biens volés? Elle faillit rire. Levi, je suis partie avec rien. Ta mère le sait. Peu importe ce qu'elle sait. Ce qui compte, c'est ce que dit le papier. Il s'approcha encore et cette fois sa voix baissa, presque tendre. Reviens avec moi, Ruth Ann, tout de suite, avant que tout ça n'empire. Tu reviens, maman abandonne les charges, le mandat disparaît, et personne n'a à être blessé. Revenir et quoi? T'épouser? C'est le reste de l'accord. Son silence fut la réponse. Ton frère est mort depuis 2 ans, Levi. Je l'ai pleuré comme une épouse devrait le faire, même s'il ne m'a rien donné à pleurer. J'ai nettoyé ses bottes, j'ai raccommodé ses chemises, je me suis allongé dans son lit et j'ai fixé le plafond pendant que ta mère disait à la ville que j'étais maudite. Et maintenant tu veux que je recommence tout avec toi? Je ne suis pas Virgil. Non, Virgil n'a jamais prétendu être gentil en m'enfermant. Au moins, il était honnête sur ce qu'il était. Les mots tombèrent comme une gifle. Le visage de Levi devint blanc, puis rouge, et ses mains tombèrent à ses côtés. Pendant 1 seconde, elle vit quelque chose de dangereux dans ses yeux. Le même éclair qu'elle avait vu chez Virgil quand le whisky le rendait méchant. Puis il disparut, caché de nouveau derrière la voix douce et les mains prudentes. « Tu as jusqu'à demain matin, » dit-il. « Après ça, ce ne sera plus de mon ressort. » Il se retourna et repassa la barrière, la refermant derrière lui avec le même soin délibéré qu'il avait mis à l'ouvrir. Elle le regarda disparaître sur la route, et ce n'est que lorsqu'il fut hors de vue qu'elle laissa ses genoux fléchir. Elle était assise par terre à côté du panier à linge quand Josiah la trouva 20 minutes plus tard, la chemise mouillée toujours sur ses genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était descendu de cheval avant même qu'il ne s'arrête. En traversant la cour en 3 enjambées, elle lui raconta. Chaque mot, le mandat, le juge, le délai.
Le visage de Josiah ne changea pas pendant qu'elle parlait, mais son corps si. Sa posture devint plus immobile, la façon dont ses mains pendaient à ses côtés devint plus lâche. Et elle le reconnut parce qu'elle avait vu la même chose chez des hommes qui se préparaient à faire quelque chose qu'ils ne pourraient pas reprendre. « Josiah, dit-elle, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Ce à quoi tu penses. Je pense que nous devons être prêts pour demain. Ce n'est pas ce que disent tes mains. » Il baissa les yeux sur ses propres poings, les déroula délibérément et laissa échapper un souffle. « D'accord. Que veux-tu faire? Je veux rester, mais j'ai besoin de savoir. S'ils viennent avec ce papier et le shérif derrière, vas-tu te battre contre eux? Si je le dois. Même si ça veut dire qu'ils t'arrêtent. Même si ça veut dire qu'ils te traînent à Brier Creek enchaîné et qu'Ada Hadley peut se tenir sur son porche et regarder. Sa mâchoire se contracta. Il y a pire que les chaînes. Pas pour toi. Elle se leva, la chemise mouillée tombant au sol. Tu es libre depuis 8 ans. Tu as construit cet endroit de tes propres mains. S'ils te le prennent à cause de moi, ils ne le prendront pas à cause de toi. Ils le prendront parce qu'ils ont tort. Et le tort n'a pas le droit de gagner juste parce qu'il a un bout de papier. Elle le dévisagea. Tu crois vraiment ça? Je dois le croire. Sinon, à quoi a servi Shiloh? Ça la stoppa. Elle n'avait pas de réponse et il ne semblait pas en avoir besoin. Il ramassa la chemise mouillée, en secoua la poussière et l'accrocha à la corde. Puis il entra pour nettoyer le fusil. Ruth Ann resta dans la cour, le vent tirant sur ses cheveux en désordre, et prit une décision. Elle n'allait pas attendre demain. Elle allait se rendre en ville ce soir, dit-elle à Josiah pendant le souper. Il posa sa fourchette et la regarda comme si elle avait suggéré de marcher pieds nus dans un nid de serpents à sonnette. Non, je ne demande pas la permission. Tu vas à Brier Creek seul, la nuit, avec Ada Hadley qui détient un mandat et 2 fils qui te ramèneraient aussi vite qu'ils te regarderaient. Je ne vais pas voir Ada. Je vais voir le shérif. Ça le stoppa. Tucker. Tucker nous a dit que si un mandat arrivait, et ce ne serait pas une visite de courtoisie, mais il a aussi dit qu'il était enclin à laisser les choses en l'état. Ce n'est pas l'homme d'Ada, Josiah, c'est l'homme de la loi. Et si je peux lui parler avant qu'elle n'arrive, avant qu'elle ne lui remplisse les oreilles de sa version, peut-être que je pourrais lui faire entendre la mienne. Et si tu ne peux pas, alors je le saurai et nous trouverons la prochaine étape. Elle se pencha en avant. Mais je ne vais pas rester assise ici et laisser demain m'arriver. J'ai eu 2 ans de choses qui m'arrivaient. C'est fini. Josiah resta silencieux un long moment. Elle pouvait voir la guerre en lui, la partie qui voulait verrouiller la porte et se tenir devant, et la partie qui reconnaissait qu'elle avait raison. La seconde partie gagna, mais ça lui coûta. Je t'accompagne. Non. Si tu te montres en ville, ça donne des munitions à Ada. Elle dit déjà que tu m'as enlevé. Toi arrivant de nuit avec un fusil sur ta selle, c'est toute la preuve dont elle a besoin. Ça ne me plaît pas. Tu n'as pas à aimer ça. Tu dois juste me faire confiance. Le mot resta en suspens entre eux. Confiance. Elle lui avait demandé la seule chose qui lui coûtait plus que l'argent, la terre ou le sang. « Prends le hongre, dit-il finalement. Il connaît la route. Et prends ça. » Il attrapa derrière le poêle et sortit un petit Derringer. Vieux mais propre avec une poignée en nacre usée et lisse. C'était celui de Margaret. Elle n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser. J'espère que tu n'en auras pas besoin non plus. Ruth Ann prit le pistolet. Il était plus léger qu'elle ne s'y attendait, assez petit pour tenir dans la poche de sa jupe. Je le ramènerai. Ramène-toi. C'est ce qui compte. Elle partit au crépuscule, le hongre avançant d'un pas sûr sur la route de Brier Creek. L'air du soir était chaud et lourd de l'odeur de la sauge. Elle ne se retourna pas vers la cabane, et ne se retourna pas vers Josiah, debout sur le porche avec la lampe derrière lui et les mains le long du corps. Si elle se retournait, elle risquait de ne pas continuer. Le trajet dura 1h30. Brier Creek apparut comme une dispersion de lumière dans l'obscurité jaune et vacillante. Elle attacha le hongre derrière l'écurie, hors de vue, et traversa les ruelles jusqu'au bureau du shérif. La lumière était allumée. Tucker était seul à l'intérieur, les bottes sur le bureau,
lisant un journal à la lueur de la lampe. Elle frappa. Il leva les yeux et son visage passa par la surprise, l'inquiétude et le calcul en l'espace d'un battement de cœur. « Madame Calloway. Shérif, puis-je entrer? » Il retira ses bottes du bureau. Entrez et fermez la porte. Elle s'assit sur la chaise en face de lui et lui raconta tout. Pas seulement le mandat, pas seulement la visite de Lévi, tout. Les 2 années avec les Hadley, le travail sans salaire, la nourriture qu'on lui refusait, la première fois qu'ils lui ont coupé les cheveux, la lettre à l'avocat, et ce que ça lui avait coûté. Elle lui parla de l'alcoolisme de Virgil et des points de Virgil, et de la nuit où Virgil est rentré si ivre qu'il ne trouvait pas la porte, et elle était restée à l'intérieur à l'écouter maudire son nom jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans la cour. Elle lui parla d'Ada se tenant au-dessus d'elle le matin après les funérailles et disant « Tu nous appartiens maintenant. » Tucker écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il ouvrit un tiroir, sortit une bouteille et versa 2 verres. Il lui en poussa un sur le bureau. « Je ne suis pas une femme qui boit, shérif. Ce soir, vous pourriez vouloir faire une exception. » Elle prit une gorgée. Ça brûlait, mais ça la stabilisa. « Voici ce que je sais. » Et Tucker dit avoir signé ce mandat parce que Aida le harcelait depuis 1 semaine. Mais Pruitt est paresseux, pas corrompu. Il l'a signé pour se débarrasser d'elle, pas parce qu'il y croit. Si je me présente chez Harlan demain avec ce papier et que vous me dites en face que vous êtes parti de votre plein gré, je peux l'enregistrer. Et une déclaration enregistrée de la veuve a plus de poids qu'un mandat signé sous pression. Vous feriez ça, madame? Je suis shérif de ce comté depuis 11 ans. J'ai eu affaire à des voleurs de bétail, des usurpateurs de concessions et 3 hommes différents qui ont essayé de me tirer dessus pour des histoires de clôture. Ada Hadley ne me fait pas peur. Elle m'agace et il y a une différence. Ruth Ann faillit sourire. Alors, que dois-je faire? Vous retournez au ranch de Harlan. Vous serez là quand j'arriverai demain. Vous vous tiendrez sur ce porche et vous me direz devant Dieu et tous ceux qui se présenteront que vous êtes là de votre plein gré. Et alors, je ferai mon travail. Et si Ada amène ses fils? Tucker se pencha en arrière. Si Ada Hadley amène ses fils sur la propriété de Harlan avec l'intention de vous emmener de force, ce n'est plus une affaire de famille. C'est une agression. Et j'arrêterai chacun d'entre eux, y compris la vieille femme. Ruth Ann posa le verre. Ses mains avaient cessé de trembler. Merci, shérif. Ne me remerciez pas encore. Demain sera moche, peu importe comment ça se termine. Il se leva et la raccompagna à la porte. Madame Calloway, cet homme à vous, Harlan, il est doué avec ce fusil? Ce n'est pas mon homme. Tucker lui lança un regard qui disait qu'il avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre ce que les gens disaient et ce qui était vrai. Assurez-vous juste qu'il ne tire sur personne avant que j'arrive. Elle repartit dans l'obscurité totale, le hongre choisissant son chemin sur la route avec le calme sûr d'un animal qui connaissait chaque pierre. La lumière de la cabane apparut à l'horizon comme une seule étoile tombée sur terre. Josiah était sur le porche. Elle savait qu'il y serait. Il se leva quand elle entra dans la cour et elle put voir la tension dans ses épaules se relâcher juste un peu, comme une corde qui se détend. « Qu'a-t-il dit? » demanda Josiah avant même qu'elle ne descende de cheval. Elle lui raconta. Tout. Le plan de Tucker, la déclaration enregistrée, la menace d'arrestation pour les Hadley s'ils allaient trop loin. Josiah resta silencieux un long moment. « Tu as fait ça, dit-il. Je l'ai fait. Tu es allé en ville seul, tu t'es assise en face du shérif et tu as étalé toute ta vie sur son bureau. Je l'ai fait. » Il secoua lentement la tête et à la lueur de la lampe, elle vit quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de l'admiration. C'était un mot trop simple. De la reconnaissance. Le regard d'un homme qui voit quelqu'un clairement pour la première fois et qui comprend que ce qu'il voit est plus fort que tout ce qu'il aurait pu construire ou protéger par lui-même. « Ruth Ann Calloway, » dit-il doucement. « Josiah Harlan, vous me faites un peu peur. »« Bien. » Le matin arriva, chaud et calme. Ruth Ann était habillée et sur le porche avant que le soleil ne dépasse la crête. Elle avait brossé ses cheveux du mieux qu'elle pouvait avec ses doigts. Les mèches courtes et inégales, commençant déjà à boucler à ses oreilles. Elle portait la robe propre qu'elle avait lavée 3 jours auparavant et la chemise en flanelle par-dessus, déboutonnée.
parce qu'elle sentait le cèdre, le savon et cet endroit. Et elle voulait être enveloppée dans quelque chose qui lui semblait appartenir. Josiah se tenait à la clôture avec le fusil, non pas dans ses mains, mais appuyé contre le poteau à côté de lui, à portée de main, mais pas menaçant. Il s'était rasé pour la première fois depuis son arrivée. Et sans la barbe naissante, et les lignes de sa mâchoire étaient plus nettes, son visage plus ouvert. Il ressemblait à un homme prêt à quelque chose. Bien qu'il n'aurait pas pu dire quoi exactement. Ils virent de la poussière à 8h30. 2 colonnes, une de l'Est, une du Sud. Tucker arrive du Sud, dit Josiah, et Ada de l'Est. Ils regardèrent les colonnes de poussière grandir. Le cœur de Ruth Ann battait fort, mais ses mains étaient immobiles. Elle les pressa à plat contre ses cuisses et respira. Tucker arriva le premier sur la jument-baie avec un adjoint derrière lui. Il descendit de cheval et leur souleva son chapeau, son insigne captant la lumière du matin. Harlan, Madame Calloway. Belle matinée pour des désagréments. Les Hadley arrivèrent 5 minutes plus tard. Ada dans le chariot, assise raidement, un papier plié serré dans son poing comme une arme. Lévi chevauchait à côté du chariot sur un cheval rouan, son visage soigneusement impassible. Derrière eux venait le frère large, Gideon et 2 hommes que Ruth Ann ne reconnaissait pas, des ouvriers agricoles peut-être, ou des voisins qui devinrent des faveurs aux Hadley. Ils s'arrêtèrent à la clôture. Ada se leva dans la caisse du chariot et sa voix porta comme une cloche d'église. « Sheriff Tucker, j'ai un mandat signé par le juge Puitt ordonnant le retour de la veuve de mon fils et l'arrestation de l'homme qui l'a enlevé. » Tucker ne broncha pas. « J'ai vu le mandat, Madame Hadley. J'ai aussi eu une conversation avec Madame Calloway. Elle me dit qu'elle a quitté votre maison de son plein gré. Elle ment. Madame, la moitié de la ville a regardé votre famille lui couper les cheveux et lui barbouiller le visage en plein jour. Vous voulez parler de qui ment? On peut le faire. Mais je réfléchirai bien à où cette conversation mène. » La bouche d'Ada se pressa en une ligne blanche. Le mandat. Et je suis la loi dans ce comté, pas le juge Puitt. Tucker se tourna vers Ruth Ann. « Madame Calloway, pour mémoire, êtes-vous dans ce ranch de votre plein gré? » Ruth Ann s'avança. Sa voix ne trembla pas. « Oui, monsieur. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici. Personne ne m'a enlevé. Personne ne m'a forcé. J'ai quitté la maison Hadley parce qu'on me faisait travailler sans salaire, qu'on me nourrissait en dernier, qu'on me battait et qu'on m'humiliait publiquement. Je suis une veuve et une femme libre, et je ne retournerai pas. » Tucker l'écrivit dans un petit carnet, à son crayon se déplaçant régulièrement. Témoin, l'adjoint Lyle Crawford et les parties présentes, la date est enregistrée. Il ferma le carnet. « Madame Hadley, cette déclaration annule le mandat. Si vous avez une réclamation sur des biens, vous pouvez la déposer au tribunal d'Abilene, mais cette femme reste où elle est. » Gideon descendit de son cheval. « C'est de la foutaise, Tucker. Monsieur Hadley, remontez sur votre cheval. Vous laissez un rancher solitaire voler la femme de notre frère, et on est censé rentrer chez nous comme si de rien n'était. Ce n'est pas la femme de votre frère, c'est la veuve de votre frère, et elle vous a dit en face qu'elle ne veut pas vous accompagner. Maintenant, remontez sur votre cheval, ou je vous y mettrai. » Gideon regarda Lévi. Lévi regarda sa mère. Le visage d'Ada était un masque de fureur, ses jointures blanches sur le rail du chariot. « Ce n'est pas fini, » dit Ada. « Loin de là. »« C'est possible, » dit Tucker, « mais aujourd'hui, c'est fini. Rentrez chez vous, Madame Hadley. » Pendant un long et terrible moment, personne ne bougea. Puis Lévi tendit la main et la posa sur le bras de sa mère. « Maman, allons-y. » Aïda retira son bras, mais elle s'assit dans le chariot. Gideon remonta en selle, le visage sombre. Les ouvriers agricoles firent demi-tour sans qu'on le leur dise. Le chariot grinça, les roues crissant dans la poussière, et les Hadley repartirent vers la route. Ruth Ann les regarda partir. Elle regarda jusqu'à ce que la poussière retombe, jusqu'à ce que la route soit vide, jusqu'à ce que le seul son soit celui du moulin à vent et l'appel lointain d'un faucon. Puis elle s'assit sur la marche du porche, mit son visage dans ses mains et pleura.
Pas de tristesse, pas de peur, de quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Le soulagement brut et tremblant d'une femme qui s'était tenue devant les gens qui l'avaient brisée et avait dit non, et l'avait pensé, et l'avait fait tenir. Josiah s'assit à côté d'elle, sans la toucher, sans parler, juste là, solide comme les planches du porche, stable comme la terre en dessous. Au bout d'un moment, elle releva la tête et s'essuya les yeux avec le dos de la main. « J'ai encore sali votre foulard, » dit-elle, à moitié riant, à moitié pleurant. « J'en ai un autre. » Elle le regarda. Son visage était calme, mais ses yeux sombres et silencieux qui avaient vu Shiloh, un berceau vide et 8 ans de silence. Ses yeux étaient pleins. Josiah. Ouais. Merci de n'avoir tiré sur personne. Le coin de sa bouche tressaillit. C'était plus difficile que vous ne le pensez. Elle rit alors, un vrai rire, le genre qui part du ventre et vous surprend en sortant. Il la regarda rire comme un homme regarde la pluie après une longue sécheresse. N'essayant pas de l'attraper, juste reconnaissant qu'elle soit venue. Tucker souleva son chapeau depuis la route. « Je vous recontacterai si autre chose se présente. Restez discret et ne cherchez pas les ennuis. »« Shérif » appela Ruth Ann. « Vous avez dit qu'Ada vous agace. » « C'était vrai? » Tucker y réfléchit. « Madame, j'ai été la cible de tirs de Comanche, j'ai reçu des coups de pied de mule, et j'ai été mordu par un serpent à sonnette qui s'était glissé dans ma botte. Ada Hadley est pire que les trois réunis parce qu'elle n'arrête pas de parler. » Il s'éloigna à cheval et la poussière l'emporta. Ruth Ann resta assise sur le porche avec Josiah alors que le soleil montait haut et chaud. Aucun d'eux ne bougea pour rentrer. Aucun d'eux ne parla de ce qui venait de se passer, car certaines choses ont besoin de flotter dans l'air un moment avant qu'on puisse les saisir. Ce fut Ruth Ann qui parla la première. « Je veux planter quelque chose, dit-elle. »« Quoi? » ?»« Je ne sais pas encore. Quelque chose qui met beaucoup de temps à pousser. » Josiah regarda la terre. Le pâturage qui descendait vers le ruisseau, le moulin à vent qui tournait lentement. Il y a de la bonne terre près de la clôture sud, elle reçoit la lumière du matin. « Montre-moi. » Il se leva et lui offrit sa main. Elle la prit, et cette fois, elle ne la lâcha pas quand elle retrouva son équilibre. Ils marchèrent ensemble vers la clôture sud, et derrière eux, le porche était vide, à l'exception de 2 tasses de café froid et d'un fusil qui n'avait pas été utilisé. Appuyé contre le mur où il resterait jusqu'à la prochaine fois qu'on en aurait besoin, et quelque part sur la route de Brier Creek, Ada Hadley chevauchait en silence, les mains serrées sur un mandat qui ne signifiait plus rien, son esprit déjà tourné vers ce qu'elle essaierait ensuite. Parce que les femmes comme Ada n'arrêtaient pas. Elles changeaient juste la forme de la lame. Mais Ruth Ann ne pensait pas à Ada. Elle pensait à la terre, à la lumière du soleil, à la sensation de la main rugueuse de Josiah dans la sienne, et au fait étrange, terrifiant et impossible que pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle voulait être. La lettre d'Abilene arriva un mardi. Ruth Ann était plongée jusqu'au coude dans le carré de jardin près de la clôture sud quand Josiah apparut au coin de la cabane, tenant une enveloppe pliée. Elle vit son visage et arrêta de creuser. Il n'avait pas l'air inquiet. Il n'avait pas l'air soulagé non plus. Il ressemblait à un homme tenant un bâton de dynamite et essayant de décider si la mèche était allumée. « Le maître de poste de Miller's Crossing a envoyé un garçon avec, dit-il. Il est arrivé pendant que vous étiez dans le jardin. » Elle se leva, s'essuya les mains sur sa jupe et prit l'enveloppe. L'adresse de l'expéditeur indiquait Thomas J. Whitfield, avocat, Abilene, Texas. Ses doigts tremblèrent en brisant le sceau. Elle la lut une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois, parce que les mots ne cessaient de se réorganiser dans sa tête, et elle devait s'assurer qu'ils disaient bien ce qu'elle pensait qu'ils disaient. « Alors ?» demanda Josiah. « Il dit que j'ai un droit. » Sa voix sortit étrange, fine et aiguë, comme un fil tendu. Il dit qu'en vertu de la loi territoriale, une veuve sans enfant a droit à un tiers des biens de son mari, et que les Hadley sont en violation de cette loi depuis le jour de la mort de Virgil. Josiah resta silencieux. Il dit que je peux déposer une plainte officielle auprès du tribunal territorial à Austin.
Il dit que si les Hadley résistent, le tribunal peut les contraindre à se conformer. Elle leva les yeux de la lettre. Josiah, il dit qu'ils me doivent de l'argent. 2 ans de travail, 2 ans de retenue de ma part légale. Il dit que j'ai des motifs. Combien? Elle lui dit le chiffre que l'avocat avait estimé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. Assez pour recommencer. Assez pour se tenir debout. Assez pour rendre une femme qui n'avait rien soudainement dangereuse. Josiah enleva son chapeau et passa une main dans ses cheveux. « Que veux-tu faire? »« Je veux déposer la plainte. Alors nous la déposons. Ça coûtera de l'argent. L'avocat veut une provision. »« Combien? » Elle lui dit aussi ce chiffre. Josiah hocha la tête une fois, entra et revint avec une petite boîte en métal qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il l'ouvrit sur la balustrade du porche. À l'intérieur se trouvaient des billets, usés et froissés, économisés au fil des ans. Il compta le montant et le lui tendit. « Non, » dit Ruth Ann. « Absolument pas. Ce n'est pas de la charité. Je sais ce que c'est. Ce sont tes économies. Chaque dollar que tu as mis de côté en 8 ans de travail seul sur ce ranch. Et je choisis de le dépenser pour une femme que tu as sortie d'une ruelle il y a 3 semaines. » Il la regarda. « Ruth Ann, j'ai une cabane, un cheval, 40 têtes de bétail et assez de terre pour m'occuper jusqu'à ma mort. Je n'ai pas besoin de cet argent. Toi, si, je te le rembourserai. Je sais que tu le feras parce que tu es la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée, et ça inclut Margaret, et elle a une fois discuté avec une mule pendant 20 minutes. Ruth Ann le dévisagea. C'était la première fois qu'il mentionnait le nom de Margaret avec une once de légèreté. Pas de chagrin, pas de distance, mais la chaleur tranquille d'un souvenir qui avait cessé de couper et commençait à s'installer. « Elle a discuté avec une mule, » dit Ruth Ann. « Elle a gagné. La mule a reculé de 3 pas. Le coin de sa bouche tressaillit. Elle t'aurait aimé. » Quelque chose changea dans l'air entre eux. Pas la tension d'avant. La danse prudente de 2 personnes tournant autour des blessures de l'autre. Quelque chose de plus chaud, quelque chose qui avait des racines. Ruth Ann prit l'argent. « J'écrirai à l'avocat aujourd'hui. » Elle écrivit la lettre, la scella, et Josiah se rendit à Miller's Crossing. Cet après-midi-là, pendant son absence, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle s'assit sur le porche dans la chaleur de la fin d'après-midi et ne fit rien, juste assise, laissant le silence la presser comme une main, et au lieu de tressaillir, elle s'y adossa. Quand Josiah revint, elle était toujours assise là et quelque chose dans son visage devait avoir l'air différent, car il ralentit le hongre jusqu'à l'arrêt et la regarda longuement avant de descendre. « Tu vas bien? » demanda-t-il. « Je crois, » elle fit une pause. « Je crois que je vais peut-être bien. » Il attacha le cheval et s'assit à l'autre bout du banc. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. L'espace entre eux était plein. Pas vide, plein de choses qui poussaient. La semaine qui suivit fut la plus calme qu'ils aient connue. Pas de cavaliers sur la crête, pas de message de la ville, pas de colonne de poussière sur la route. Ruth Ann planta des haricots, des courges et du maïs dans le jardin sud. Josiah répara la dernière section de la clôture est et commença une nouvelle barrière pour le corral. Ils tombèrent dans un rythme qui ressemblait moins à une habitude qu'à une conversation. Chacun répondant à quelque chose que l'autre n'avait pas dit à voix haute. Elle cuisinait. Il mangeait tout ce qu'elle préparait et n'en disait rien. Ce qui, elle l'apprit, était son plus grand compliment. Elle trouva ses chemises aux coudes déchirées dans une pile près du lit et les raccommoda sans qu'on le lui demande. Il trouva le seau d'eau rempli chaque matin avant de se réveiller et le café déjà chaud sur le poêle. C'est un jeudi soir, l'air encore chaud et la lumière s'étirant, que Ruth Ann pose la question qu'elle portait depuis des jours. « Tu y vas parfois? » Il savait ce qu'elle voulait dire. Elle avait vu les petites croix en bois sur la colline derrière la grange. 2 d'entre elles, grisées par le temps, légèrement penchées avec les années. « Tous les dimanches, dit-il, avant l'aube, pour que personne ne voie. » Pourquoi avant l'aube? Parce que le deuil n'est pas un spectacle. C'est entre moi et eux. Elle hocha la tête. « Tu m'y emmènerais un jour? » Il s'immobilisa.
Ses mains, qui roulaient une cigarette avec des mouvements lents et automatiques, s'arrêtèrent. Il la regarda et elle vit quelque chose se fissurer derrière ses yeux. Pas de la douleur exactement, mais la surprise d'être interrogé sur quelque chose qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un demanderait. « Pourquoi? » dit-il. « Parce qu'il compte pour toi et que tu comptes pour moi. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les remettre en question. Et elle les regarda atterrir sur lui comme les premières gouttes de pluie sur un sol sec. Il ne répondit pas tout de suite. Il finit de rouler la cigarette, l'alluma, tira une bouffée et la posa. « Dimanche, dit-il, avant l'aube. Je serai prête. » Ce dimanche-là, elle se réveilla dans le noir et s'habilla au toucher. Quand elle sortit sur le porche, Josiah était déjà là, son chapeau à la main. Ils gravirent la colline ensemble sans parler, leurs bottes laissant des traces sombres dans l'herbe mouillée de rosée. Les croix étaient simples. Margaret Harlan, 1838 à 1862. Eliza Harlan, 1859 à 1862. Josiah se tenait devant elle, son chapeau sur le cœur. Ruth Ann se tenait à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Eliza apprenait à marcher. Il dit que Margaret m'en avait écrit. Elle disait qu'elle avait fait 4 pas et était tombée sur le chien, et que le chien n'avait pas bougé, la laissant juste attraper son oreille. Sa voix était stable, mais sa respiration ne l'était pas. J'ai reçu la lettre au camp, je l'ai lue à la lueur du feu, et j'ai pensé, quand je rentrerai à la maison, je vais apprendre à cette fille à traverser toute la cour. Ruth Ann ne parla pas, ne le toucha pas, le laissa juste avoir l'espace. Je ne l'ai jamais vu marcher. Il remit son chapeau et en abaissant le bord. C'est la partie qui me ronge, pas la mort. Tout le monde meurt, mais je n'ai jamais vu ma fille marcher. Il se retourna et redescendit la colline, et Ruth Ann le suivit. En bas, elle attrapa sa main. Il la prit et sa prise était ferme, presque désespérée. La prise d'un homme qui lâchait quelque chose qu'il tenait depuis 14 ans. Ils n'en reparlèrent pas. Mais ce soir-là, après le souper, alors qu'elle se tenait à l'embrasure de la chambre, elle dit « Josiah, laisse la porte ouverte ce soir. » Il leva les yeux du fusil qu'il nettoyait. « Elle est toujours ouverte, je veux dire, complètement. » Il comprit. Elle le vit dans ses yeux. Pas une invitation, pas encore, mais un mur qui tombait. Une fissure de plus laissant entrer la lumière là où il y avait autrefois de la pierre solide. « D'accord, dit-il. » Le coup suivant vint d'une direction à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Ruth Ann était à la pompe en train de remplir des seaux quand un chariot s'arrêta sur la route, non pas de Briar Creek, mais du sud. Un homme grand et mince en manteau sombre descendit, portant une mallette en cuir. Il avait l'air d'un homme qui préférerait être n'importe où ailleurs. « Madame Calloway » appela-t-il depuis la barrière. « Qui demande? »« Je m'appelle Price. Je suis greffier au tribunal territorial d'Austin. » Il brandit un papier. J'ai été envoyé pour signifier un avis. Josiah contourna la grange. Ses yeux allèrent du greffier au papier, puis à Ruth Ann. « Quel genre d'avis? » demanda Ruth Ann. Price ouvrit sa mallette et sortit un deuxième document. La famille Hadley a déposé une demande reconventionnelle. Ils affirment que votre mariage avec Virgil Hadley n'a jamais été correctement enregistré et que par conséquent, votre statut de veuve est remis en question. Le sol se déroba sous les pieds de Ruth Ann. Quoi? Ils prétendent que le certificat de mariage n'a jamais été déposé auprès du comté. Si c'est vrai, vous n'avez aucun statut en tant que veuve de Virgil, aucune réclamation sur les biens et aucune protection légale en vertu de la loi sur les veuves. La bouche de Ruth Ann s'assécha. Elle regarda Josiah. Son visage était de pierre. « C'est un mensonge, » dit-elle. « J'ai été mariée à l'église de Briar Creek. Le révérend Morse a célébré la cérémonie. La moitié de la ville était là. Madame, oh, je ne conteste pas les faits. Je vous dis ce qui a été déposé. Si vous voulez contester, vous devrez produire le certificat original ou trouver l'enregistrement dans le registre du comté. Ada a le certificat. Elle a gardé tous les papiers de Virgil. » Price hocha lentement la tête. « Alors, je vous suggère de trouver une autre copie. Le siège du comté est à Miller's Crossing. »
Si le mariage y a été enregistré, il sera dans le registre. Il lui tendit les papiers, souleva son chapeau et remonta dans le chariot. Ruth Ann resta dans la cour, les papiers à la main, tremblant d'une fureur qui allait plus loin que tout ce que les cisailles d'Ada avaient jamais touché. Elle essaie de m'effacer, dit-elle. Pas seulement de prendre mes biens, pas seulement de me ramener. Elle essaie de faire comme si je n'avais jamais été mariée. Comme si Virgil et moi n'avions jamais existé. Peut-elle faire ça? Demanda Josiah. Si le certificat a disparu et que le registre n'a pas de copie, elle peut essayer. Ruth Ann froissa les papiers dans son poing. Elle a planifié ça, Josiah. Le mandat était une diversion. C'est le vrai coup de poignard. La mâchoire de Josiah se contracta. Miller's Crossing, le registre du comté. Si le mariage a été enregistré, il y est. S'il ne l'a pas été, elle s'interrompit parce que l'autre côté de cette phrase était une falaise qu'elle ne pouvait pas regarder. « Alors nous allons à Miller's Crossing, » dit Josiah. « Demain, à l'aube. Et s'il n'y est pas, alors nous trouverons un autre moyen de le prouver. Le prêtre, les témoins, quelqu'un dans cette ville vous a vu marier, et quelqu'un l'a écrit. » Ruth Ann le regarda. Cet homme qui n'arrêtait pas de dire « nous », comme si son combat était le sien. Comme si la ligne entre sa vie et la sienne s'était tellement estompée que ni l'un ni l'autre ne pouvaient trouver où l'une se terminait et l'autre commençait. « Pourquoi continuez-vous à faire ça? » demanda-t-elle. « Chaque fois que je pense que c'est fini, ça empire, et vous continuez juste à être là. Où serais-je d'autre? N'importe où. Vous pourriez être sur ce porche à boire du café et à regarder votre bétail, et rien de tout ça ne serait votre problème. Tu as raison. » Il s'approcha. « Mais tu n'es pas un problème, Ruth Ann. Tu es la première chose en 8 ans qui a donné à cet endroit l'impression qu'il sert à plus qu'à attendre de mourir. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing auquel elle ne s'était pas préparée. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « Josiah Harlan, c'est le plus de mots que vous ayez prononcés en une seule fois depuis que je vous ai rencontré. Ne vous y habituez pas. Trop tard. » Ils partirent à l'aube. Le trajet jusqu'à Miller's Crossing prit 4 heures à un rythme soutenu. Ruth Ann derrière Josiah sur le hongre, et cette fois ses mains reposaient sur sa taille sans hésitation. Elle ne s'agrippait pas dans les passages difficiles, ne lâchait pas prise sur les étendues plates, elle se tenait juste, stable et sûre, comme on se tient à quelque chose qu'on a décidé de garder. Le bureau du greffier du comté était un bâtiment trapu sur la rue principale, coincé entre le bureau des terres et une sellerie. Josiah attacha le cheval pendant que Ruth Ann entrait. Il commença à la suivre, mais elle leva la main. « Laisse-moi faire ça. » Il s'arrêta, hocha la tête, et s'appuya contre le poteau et attendit. À l'intérieur, le greffier était un homme rond avec des lunettes et des poignets tachés d'encre. Ruth Ann lui donna les noms, la date, le lieu. Il disparut dans une arrière-salle et elle resta au comptoir, le cœur battant, écoutant le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, des pages qui tournaient. 5 minutes, 10, 15. Le greffier revint. Son visage ne lui dit rien. « Mariage Calloway Hadley, » dit-il, posant un lourd livre sur le comptoir. Enregistré le 14 juin 1874 par le révérend Thomas Morse. Témoins, Clyde Patterson et Helen Marsh. Certificat déposé auprès du comté le 21 juin. Les genoux de Ruth Ann devinrent mousse. Elle s'agrippa au comptoir des 2 mains. « Il y est. Juste ici à l'encre noire, madame. Voulez-vous une copie certifiée conforme? J'en voudrais 3. » Le greffier haussa les sourcils mais ne dit rien. Il fit les copies, les tamponna chacune et les signa. Ruth Ann paia avec des pièces qu'elle avait gagnées en vendant des œufs à la femme du maître de poste la semaine précédente. Son propre argent, le premier qu'elle gagnait depuis des années. Elle sortit et brandit les papiers pour que Josiah les voie. Il se redressa du poteau, lut l'expression sur son visage et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sourit. Pas le tressaillement au coin de sa bouche. Pas le sourire ironique qu'il utilisait quand elle le taquinait sur sa cuisine. Un vrai sourire, plein et sans défense, qui changea la forme de tout son visage et le fit paraître 10 ans plus jeune. « Elle ne peut plus te toucher maintenant, dit-il. Elle ne peut plus nous toucher.
Le mot atterrit entre eux. Nous. Ruth Ann s'entendit le dire et ne le retira pas. Josiah l'entendit aussi. Son sourire s'adoucit en quelque chose de plus calme, sous quelque chose qui vivait dans les yeux plutôt que dans la bouche. « Rentrons à la maison », dit-il. « Maison ». Il le dit comme si cela leur appartenait à tous les deux maintenant. Et peut-être que c'était le cas. Ils repartirent dans la chaleur de l'après-midi, et pour la première fois, Ruth Ann appuya sa joue contre le dos de Josiah. Pas parce que la route était mauvaise, pas parce qu'elle avait besoin de se tenir, parce qu'elle le voulait. Et vouloir était quelque chose qu'elle avait presque oublié comment faire. À 3 miles du ranch, Josiah arrêta le hongre et s'immobilisa. Ruth Ann releva la tête. « Qu'est-ce qu'il y a? » »« De la fumée. » Elle regarda vers l'horizon. Une fine colonne de fumée grise s'élevait de la direction du ranch, trop sombre et trop lourde pour le tuyau du poêle. Josiah lança le hongre au galop. Ils atteignirent de la crête à toute vitesse et Ruth Ann le vit. Le poulailler brûlait. Pas la cabane, pas la grange, juste le poulailler. Les flammes dévoraient le bois sec. La fumée s'élevait en une colonne noire. Les poules étaient dispersées dans la cour, caquetant et affolées. Josiah était descendu de cheval avant même qu'il ne s'arrête. Il attrapa les seaux d'eau du porche et courut. Ruth Ann était juste derrière lui, transportant le deuxième seau, et ils jetèrent de l'eau jusqu'à ce que les flammes sifflent, crachent et finalement s'étouffent. Le poulailler était détruit, des planches noircies, et du fil de fer tordu, l'odeur de bois carbonisé épaisse dans l'air. 3 poules mortes à l'intérieur, les autres errant dans la cour, les plumes roussies. Ruth Ann se tenait dans les cendres, respirant fort, sa robe trempée et sale. Puis elle le vit, cloué au poteau de la clôture près de la barrière. Un bout de papier, les bords carbonisés, mais les mots encore clairs. Elle le détacha et le lut. 2 mots. Rentre à la maison. Josiah prit le papier de sa main. Son visage ne changea pas, mais quelque chose bougea dans son corps. Un tassement, un durcissement, la façon dont le fer change quand il passe de chaud à froid. « Ada », dit Ruth Ann. Ce n'était pas une question, pas Ada elle-même. Elle est trop intelligente pour ça. Elle a envoyé quelqu'un, Lévi ou Gideon ou un de ses ouvriers agricoles. Josiah plia le papier et le mit dans sa poche. Peu importe qui a tenu l'allumette. Ce qui compte, c'est qui l'a craqué. Ruth Ann regarda les ruines du poulailler, les poules mortes. La fumée qui s'enroulait encore des décombres. Quelque chose se durcit en elle aussi. Pas de la peur, même pas de la colère. Quelque chose de plus froid et de plus utile. « Elle pense que ça me fera revenir en courant, » dit Ruth Ann. « Le fera-t-il? » Elle se tourna vers lui et ses yeux étaient secs comme de l'os. « Josiah, j'ai survécu 2 ans dans cette maison. J'ai survécu au fait qu'on me coupe les cheveux devant toute la ville. J'ai survécu en allant à Breer Creek seul dans le noir pour affronter le shérif. Je n'ai pas peur d'un poulailler brûlé. De quoi as-tu peur? » Elle resta silencieuse un moment. De plus rien. Il étudia son visage. Ce qu'il y vit le satisfit, car il hocha la tête une fois et posa le seau. Alors nous reconstruisons, nous déposons cette demande reconventionnelle et nous finissons ça. Ensemble, dit-elle. Ensemble. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche dans l'air taché de fumée, l'odeur de charbon flottant encore. Ruth Ann tenait les copies certifiées de son acte de mariage sur ses genoux. 3 pages qui prouvaient qu'elle existait, que sa vie avec Virgil était réelle, que la dernière arme d'Ada Hadley était une lame sans tranchant. Josiah s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs bras se touchent. Il ne s'écarta pas. Elle non plus. « Je veux te demander quelque chose, dit-il. Demande. Quand ce sera fini, les avocats, la plainte, tout ça. Quand Ada n'aura plus rien à te jeter et que la loi sera de ton côté et que la terre sera réglée. Et après? » Ruth Ann regarda la terre, le pâturage devenant doré dans la lumière déclinante, le moulin à vent tournant toujours, la grange solide et sombre contre le ciel. Cet endroit qui avait été la maison d'un étranger il y a 3 semaines et qui lui semblait maintenant plus sien que n'importe quel endroit qu'elle ait jamais connu.
Que veux-tu que la réponse soit? Demanda-t-elle. Josiah la regarda. Je veux que tu restes, mais je ne te le demanderai pas. Pourquoi pas? Parce que tu as eu assez de gens te disant où être. Je ne serai pas l'un d'eux. Elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, rugueux, chauds et stables. Tu ne me dis pas de rester, dit-elle. Tu me le demandes, et il y a un monde de différence. Il tourna ses mains pour que leurs paumes se pressent. Y a-t-il une réponse là-dedans quelque part? Il y a une réponse. Elle entrelace ses doigts avec les siens. Mais tu vas devoir l'attendre. Parce que j'ai appris que les choses qui valent la peine ne viennent pas parce que quelqu'un les exige. Elles viennent parce que deux personnes décident en même temps qu'elles veulent la même chose. Josiah regarda leurs mains jointes, puis son visage. Je peux attendre. Je sais que tu le peux. C'est pour ça que je suis encore là. La lumière s'estompa. La fumée se dissipa. Et sur le porche d'une cabane à 7 miles de la ville qui avait essayé de la briser, Ruth Ann Calloway tenait la main de l'homme qui lui avait rendu le droit de choisir. Et elle sentit la dernière pièce de quelque chose de brisé se mettre tranquillement en place. Pas guéri, pas encore, mais aligné, prêt à supporter du poids, prêt à grandir. L'avocat arriva un samedi. Ruth Ann entendit le chariot avant de le voir, le cliquetis des ressorts et le bruit régulier d'un attelage montant la colline. Elle posa le seau qu'elle portait et protégea ses yeux du soleil. Josiah sortit de la grange, une corde de licol à la main, et ils se tinrent côte à côte, regardant le chariot approcher. Thomas Whitfield n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec une mâchoire nette et des lunettes qui glissaient sans cesse sur son nez. Son costume était trop lourd pour la chaleur et il transpirait à travers. Mais sa poignée de main était ferme et ses yeux étaient vifs. Et quand il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit sa mallette, les papiers à l'intérieur étaient organisés avec une précision qui rappela à Ruth Ann la boîte à outils de son père. Chaque chose à sa place, rien de gaspillé. Madame Calloway. Il dit, « J'ai examiné les copies certifiées que vous avez envoyées. Votre mariage est légalement enregistré et contraignant. La demande reconventionnelle des Hadley n'a aucune chance. Dites-moi ce que ça veut dire en termes simples, dit Ruth Ann. Whitfield remonta ses lunettes. Ça veut dire qu'Ada Hadley a essayé d'effacer votre mariage et qu'elle a échoué. Le registre du comté est l'autorité finale. Aucun juge, pas même Pwitt, ne peut annuler un document enregistré. Josiah s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Et pour la réclamation de propriété? C'est là que ça devient intéressant. Whitfield sortit un deuxième jeu de papier. J'ai déposé la plainte de Mme Calloway auprès du tribunal territorial. En vertu de la loi, elle a droit à un tiers des biens de Virgil Hadley au moment de son décès. Cela inclut un tiers du ranch des Hadley, un tiers du bétail et un tiers de toutes les liquidités. Les mains de Ruth Ann étaient à plat sur la table. Ada se battra. Ada peut se battre autant qu'elle veut. La loi est claire. Elle peut retarder. Elle peut se plaindre. Elle peut traîner ça devant tous les tribunaux du Texas. Mais le résultat ne changera pas. Woodfield la regarda par-dessus ses lunettes. « Ah, vous allez gagner, Madame Calloway. C'est juste une question de temps et de la laideur que ça prendra. » Avec Ada, dit Ruth Ann, ça deviendra laide. J'ai déjà eu affaire à la laideur. Whitfield ferma sa mallette. Je devrais interroger des témoins. Le révérend qui a célébré le mariage. Quiconque a vu comment vous avez été traités après la mort de Virgil. Les gens dans cette ruelle qui les ont regardés vous couper les cheveux. Il fit une pause. Je devrais aussi parler au shérif. Tucker est juste. Josiah dit qu'il vous dira ce qu'il a vu. Bien. Je serai à Brier Creek pendant 3 jours. J'ai une chambre à la pension. Whitfield se leva et tendit la main à Ruth Ann. Une dernière chose. J'ai envoyé une lettre au juge Pwitt l'informant que son mandat avait été émis sous de faux prétextes. J'ai demandé une enquête formelle pour savoir si les Hadley ont influencé sa décision. Ruth Ann le dévisagea. Vous pouvez faire ça? Madame, c'est pour ça que vous me payez. Après le départ de Whitfield, Ruth Ann se tint dans la cour et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle faillit ne pas le reconnaître.
Le pouvoir. Pas le genre qui vient d'un poing, d'un pistolet ou d'une voix forte. Le genre silencieux. Le genre qui vient du fait de savoir que la vérité est de votre côté et d'avoir quelqu'un qui peut la faire entendre. Tu souris, dit Josiah depuis le porche. Vraiment? C'est la première fois que je le vois atteindre tes yeux. Elle se tourna vers lui. Ah, j'ai peur, Josiah. De quoi? Tu viens d'entendre l'avocat dire que tu vas gagner. C'est ce qui me fait peur. Je n'ai jamais rien gagné. Je ne sais pas ce que ça fait. Et j'ai peur que si j'y crois, quelque chose vienne et me l'arrache. Il descendit les marches et se tint devant elle. Tu sais ce que Margaret disait? Qu'est-ce qu'elle disait? N'emprunte pas les ennuis de demain. Aujourd'hui en a bien assez. Il enleva son chapeau et le tourna dans ses mains. Tu as emprunté des ennuis toute ta vie, Ruth Ann. Les ennuis des autres, les ennuis d'Ada, les ennuis de Virgil. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'emprunter et de commencer à dépenser ce qui est à toi. Et qu'est-ce qui est à moi? Ça. Il désigna la terre, la cabane, l'espace entre eux. Juste ici, juste maintenant. C'est à toi. Personne ne te le prendra. Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que sa poitrine lui faisait mal. Mais la partie d'elle qui avait été battue, et coupée et barbouillée de cendres, la partie qui avait appris à s'attendre au prochain coup, même dans les moments calmes, cette partie n'était pas encore prête. « Donne-moi du temps, dit-elle. Je n'ai que ça. » Les jours qui suivirent se déroulèrent avec une étrange énergie électrique. Whitfield était à Briar Creek et la nouvelle se propagea rapidement. Ruth Ann n'entendit rien directement, mais Josiah se rendit à Miller's Crossing pour des provisions et revint avec des nouvelles. L'avocat avait parlé au révérend Morse, qui confirma le mariage par écrit. Il avait parlé à Clyde Patterson et Helen Marsh, les témoins qui firent tous deux des déclarations sous serment. Il avait parlé au vieux Deeks, qui raconta à l'avocat l'histoire de la ruelle, des cisailles, de la graisse d'essieu avec des détails qui firent que le greffier de Whitfield arrêta d'écrire et le fixa. « Deeks lui a tout raconté? » demanda Ruth Ann. « Tout et plus encore. Il a dit qu'il portait ça comme une pierre dans sa botte depuis le jour où c'est arrivé. Il aurait pu dire quelque chose alors, dans la ruelle. Il aurait pu l'arrêter. » Josiah posa le sac de farine qu'il portait. Les gens sont compliqués. Ruth Ann. Deeks est un vieil homme qui a vécu dans cette ville toute sa vie. Tenir tête à Ada Hadley sur le moment, devant tout le monde. Ça demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. Mais se lever après, quand quelqu'un leur donne un moyen sûr de le faire, c'est une autre chose. Il le fait maintenant. Ça compte pour quelque chose. Elle n'était pas d'accord. Pas entièrement. Mais elle hocha la tête parce que garder rancune contre les gens qui étaient restés sans rien faire était un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de porter. Le troisième jour, Whitfield se rendit au ranch. Son visage était différent de la première visite, plus tendu. Ruth Ann le rejoignit à la barrière. « Oh, que s'est-il passé? »« J'ai parlé à toutes les personnes nécessaires. L'affaire est solide. Votre plainte tiendra. » Il fit une pause. « Mais il y a autre chose. Dites-moi. Ada Hadley est venue à la pension hier soir. Elle est venue seule, sans ses fils. Elle a demandé à me parler en privé. » L'estomac de Ruth Ann se serra. Que voulait-elle? Elle a proposé un arrangement. Elle vous donnera votre part d'un tiers en espèces et en bétail. Shaw signera une décharge et abandonnera toutes les plaintes contre vous et M. Harlon. En échange, vous acceptez de ne jamais retourner à Briar Creek et de ne plus jamais contacter la famille. L'offre flotta dans l'air. Ruth Ann pouvait sentir Josiah la regarder depuis le porche, pouvait sentir le poids de son attention comme la lumière du soleil sur son dos. « Elle veut que je disparaisse, » dit Ruth Ann. C'est une façon de le voir. Une autre est qu'elle sait qu'elle va perdre et qu'elle veut contrôler la fin. Que recommandez-vous? Whitfield remonta ses lunettes. Légalement, vous obtiendriez le même montant par le tribunal, peut-être plus, mais cela prendrait des mois, voire un an. Vous devriez comparaître devant un juge. Les Hadley amèneraient leurs propres témoins. Ce serait public et ce serait douloureux. Il la regarda directement. L'arrangement vous donne le même résultat sans la guerre. Mais elle gagne. Elle survit. Il y a une différence. Vous partez avec votre part, votre liberté et votre nom intact. Elle s'en va en ayant payé pour ce qu'elle a fait,
même si elle ne l'admettra jamais. Ruth Ann se tourna vers Josiah. « Qu'en penses-tu? » Il descendit du porche et se tint à côté d'elle. « Je pense que la seule personne qui peut décider de ça, c'est toi. Et je pense que quelle que soit ta décision, je serai là. » Elle regarda la terre, la cabane, le jardin qu'elle avait planté près de la clôture sud, les haricots montrant déjà leurs premières vraies feuilles, le poulailler reconstruit, plus petit que l'original mais solide, les poules caquetant à l'intérieur. L'homme à côté d'elle qui lui avait donné un abri, de l'espace et le don dangereux et terrifiant d'être vu. « J'accepte l'arrangement, dit-elle, mais je veux qu'une chose soit ajoutée. »« Dites-la, dit Woodfield. Je veux des excuses écrites, pas de Levi, pas de Gideon, d'Ada de sa propre main, déclarant qu'elle m'a coupé les cheveux, noirci le visage et retenu contre ma volonté. Je me fiche que personne d'autre ne le lise jamais. Je veux qu'elle l'écrive. Je veux qu'elle mette la vérité sur papier pour qu'elle ne puisse pas prétendre que ce n'est pas arrivé. » Whitfield resta silencieux un moment. Elle n'acceptera pas ça. Alors il n'y a pas d'arrangement. Madame Calloway, un aveu écrit, pourrait être utilisé contre elle dans... Je sais à quoi ça pourrait servir. Je ne vais pas l'utiliser. Je veux juste qu'elle l'écrive. Je veux qu'elle s'assoie dans cette maison où elle m'a fait travailler jusqu'à l'os, qu'elle prenne une plume et qu'elle admette ce qu'elle a fait. C'est mon prix. Josiah la regarda avec la même expression qu'il avait eue quand elle était revenue du bureau du shérif cette nuit-là. Ce regard de reconnaissance, de voir quelqu'un clairement et de comprendre que ce qu'il voyait était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu construire lui-même. Whitfield remit ses lunettes. Je le lui présenterai. Si elle refuse, nous irons au tribunal. Alors nous irons au tribunal. Il retourna à Brier Creek. 2 jours passèrent. Ruth Ann travailla au jardin, s'occupa des poules, prépara les repas, raccommoda les vêtements. Elle ne fit pas les 100 pas, ne surveilla pas la route. Elle avait fait son choix, et maintenant, elle avait fini d'emprunter les ennuis. Le soir du 2e jour, un garçon arriva sur une jument maigre avec une lettre. Ruth Ann l'ouvrit à la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une seule page écrite d'une main qu'elle reconnut, serrée, anguleuse, appuyée assez fort pour marquer le papier. L'écriture d'Ada Hadley. Elle la lut à voix haute à Josiah. « Moi, Ada Louise Hadley, déclare que le 12e jour de juin 1876, j'ai coupé les cheveux de Ruth Ann Calloway dans la rue publique de Brier Creek. J'ai ordonné à mon fils Lévi d'appliquer de la cendre et de la graisse sur son visage. Je l'ai retenu contre sa volonté dans ma maison pendant une période de 2 ans après la mort de mon fils Virgil. J'ai fait ces choses, je les déclare librement. » Ruth Ann posa le papier. Ses mains étaient instables. « Elle l'a signé, » dit Josiah. « Elle l'a signé. » Il tendit la main sur la table et couvrit la sienne. « Qu'est-ce que ça fait? » Ruth Ann y réfléchit. Pas la réponse rapide et facile, la vraie. C'est comme la fin de quelque chose et le début. Elle le regarda. « Redemande-moi demain. » Les papiers de l'arrangement arrivèrent la semaine suivante. Whitfield les apporta en personne, avec un chèque de banque pour la part de Ruth Ann. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à elle, gagnée non pas par le travail au profit de quelqu'un d'autre, mais par l'acte simple et brutal d'insister sur sa propre existence. Elle signa les papiers à la table de la cuisine, son écriture stable et claire. Whitfield en fut témoin, puis lui serra la main. Madame Calloway, ce fut une leçon. Monsieur Whitfield, ce fut un combat. Les meilleures leçons généralement. Il souleva son chapeau et monta dans son chariot. Elle le regarda partir, et quand la poussière retomba, elle se tourna vers Josiah, qui était appuyé contre la balustrade du porche, les bras croisés et quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la nervosité. « Quoi? » dit-elle. « Rien. Josiah Harlon, vous me regardez comme un homme qui essaie d'avaler une arête de poisson depuis 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? » Il se détacha de la balustrade et se redressa. Ses mains allèrent à son chapeau, l'enlevèrent, le tournèrent 2 fois et le remirent. Puis il l'enleva à nouveau. « J'ai quelque chose pour vous, dit-il. Si c'est un autre foulard, j'en ai 3. » Il mit la main dans la poche de sa chemise et en sortit une petite boîte en bois.
Le même genre de boîte qui contenait des boutons de rechange ou des hameçons. Taillé grossièrement, le couvercle bien ajusté. Il la lui tendit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, reposant sur un morceau de coton propre, se trouvait un peigne à cheveux en argent. Pas neuf. Le métal était terni dans les plis. Le motif de vigne et de petites fleurs était adouci par les années. Mais il était beau. Le genre de beauté qui vient d'être fait avec soin et conservé avec amour. C'était celui de Margaret, dit Josiah. Elle le portait le jour de notre mariage. Il est dans cette boîte depuis sa mort. Il déglutit. Je veux que vous l'ayez. Pas parce que j'essaie de la remplacer. Pas parce que je demande quoi que ce soit. Il s'arrêta. Reprit. Vos cheveux repoussent. Et j'ai pensé que vous devriez avoir quelque chose à y mettre que quelqu'un vous a donné parce qu'il le voulait, pas parce qu'il vous le devait. Ruth Ann tenait le peigne dans sa paume. L'argent était chaud d'avoir été près de son corps. Et elle pouvait sentir les années qu'il portait, les mains qu'il avait portées, l'amour qu'il avait donné, et le chagrin qu'il avait rangé. Josiah, dit-elle, c'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais donnée. C'est juste un peigne. Non, ce n'est pas ça. Elle leva les yeux vers lui, et ses yeux brillaient. C'est de la confiance. Vous me donnez quelque chose qui appartenait à la femme que vous avez le plus aimée au monde, et vous me dites que je suis digne de le porter à mon tour. Il ne pouvait pas parler. Elle le vit. La façon dont sa mâchoire se bloqua, dont sa gorge se serra, dont ses yeux devinrent pleins et brillants. Cet homme qui avait enterré sa femme et sa fille et s'était construit une vie de silence et de travail, et du refus constant de laisser le chagrin le tuer. Cet homme qui était entré dans une ruelle pour une étrangère et avait fini par retrouver la partie de lui-même qu'il pensait avoir enterrée sur cette colline derrière la grange. Ruth Ann glissa le peigne dans ses cheveux. Il s'ajustait parfaitement, captant la lumière, retenant les ondulations qui avaient assez poussé pour être glissées derrière son oreille. « Comment ça me va? » dit-elle, comme s'il avait toujours été à toi. Elle s'avança et posa ses mains sur sa poitrine. Il s'immobilisa, comme il le faisait toujours quand elle le touchait, comme s'il avait peur qu'un mouvement ne brise le sortilège qui l'avait rapproché. « Josiah, j'ai une réponse pour vous. »« Une réponse? Vous m'avez demandé ce qui se passerait quand tout ça serait fini. Quand les avocats auraient terminé et que la loi serait de mon côté et qu'Ada n'aurait plus rien. Vous m'avez demandé et après? » Il hocha la tête. « Alors je reste. Pas parce que je n'ai nulle part où aller. Pas parce que vous m'avez sauvé ou que je vous dois quelque chose ou que j'ai peur d'être seul. Je reste parce que vous m'avez demandé ce que je voulais et que personne d'autre ne l'a jamais fait. Je reste parce que vous m'avez donné l'espace de découvrir qui je suis quand personne ne me frappe. Je reste parce que quand je plante quelque chose dans ce jardin, je veux être là pour le voir pousser. Et je reste parce que je vous aime, Josiah Harlan, et que je n'ai plus peur de le dire. » Il resta silencieux si longtemps qu'elle faillit paniquer. Puis ses mains se levèrent lentement et avec précaution et encadrèrent son visage. Ses pouces effleurèrent ses joues, traçant la ligne de sa mâchoire, là où les doigts de Lévi avaient autrefois pressé de la pâte noire sur sa peau. Il tenait son visage comme on tient quelque chose qui a été brisé et réparé, sachant que la réparation est plus forte que l'original, mais le traitant toujours avec révérence. « Je t'aime, Ruth Ann Calloway, » dit-il. « Je t'aime depuis que tu m'as dit que ma cuisine était horrible. » Elle rit. Ses sorties humides, brisées et beaux. Le genre de rire qui est à moitié des larmes et entièrement vrai. « C'était horrible, » dit-elle. « Je sais. » Il l'embrassa. Pas vite, pas désespérément. Pas comme les hommes s'embrassent dans les histoires quand la musique monte et que le monde disparaît. Il l'embrassa lentement et délibérément, comme il faisait tout, avec toute son attention et la patience constante d'un homme qui avait attendu 14 ans quelque chose qu'il avait cessé de croire possible. Elle l'embrassa en retour, et dans ce baiser se trouvait chaque mile de route entre Breer Creek et ce porche. Chaque nuit où elle était restée éveillée à écouter le bruit des sabots. Chaque matin où elle s'était réveillée pour le trouver déjà debout, déjà au travail, déjà en train de construire une vie qui avait de la place pour elle. Ils se marièrent 3 semaines plus tard sous le peuplier près du ruisseau.
Le révérend Morris vint de Brier Creek pour célébrer la cérémonie. Et quand Ruth Ann lui demanda pourquoi, il dit « Parce que j'aurais dû parler dans cette ruelle, et je ne l'ai pas fait. C'est le moins que je puisse faire. » Tucker fut témoin, son insigne poli, sa moustache taillée. Le vieux Deeks vint aussi, parcourant 12 miles sur un cheval emprunté, apportant un pot de miel de ses propres ruches enveloppé dans un tissu propre. Ruth Ann portait la chemise en flanelle sous sa meilleure robe parce que c'était la première chose que Josiah lui avait donnée juste pour le confort. Sans condition, sans dette, sans attente. Le peigne en argent retenait ses cheveux qui avaient dépassé ses oreilles maintenant, bouclant doucement sur son cou. Josiah se tenait à côté d'elle dans une chemise propre, son chapeau à la main, la regardant comme un homme regarde quelque chose qu'il a construit de ses propres mains et qu'il n'arrive pas tout à fait à croire réel. « Prenez-vous cette femme? » demanda le révérend. « Je prends son parti depuis le jour où je l'ai rencontrée, » dit Josiah. « Je suppose que je vais continuer. »« Prenez-vous cet homme? » Ruth Ann regarda Josiah, ses mains rugueuses, ses yeux calmes, la cicatrice sur son épaule et les rides autour de sa bouche dues à des années de silence. Cet homme qui s'était interposé entre elle et la tempête n'avait rien demandé, avait tout offert, et avait attendu avec la patience de la terre elle-même qu'elle décide de ce qu'elle voulait. « Oui, » dit-elle, complètement. Ce soir-là, ils s'assirent sur le porche. Le soleil se couchait, peignant tout en or. Ruth Ann s'appuya contre l'épaule de Josiah et son bras passa autour de sa taille, aussi facile que de respirer. Josiah. « Je veux écrire une lettre. » « À qui? » « À Ada. » Il s'immobilisa. « Pourquoi? » « Pas pour lui pardonner. Je n'en suis pas encore là et je ne sais pas si je le serai un jour. Mais je veux qu'elle sache que je suis en vie, que je suis marié, que je suis sur ma propre terre avec mon nom sur l'acte de propriété. Un jardin qui pousse et un mari qui préférerait dormir par terre plutôt que de me mettre mal à l'aise. » Elle fit une pause. « Je veux qu'elle sache qu'elle ne m'a pas brisé. » Josiah resta silencieux un moment. « Tu penses qu'elle s'en soucie? »« Non, mais moi je m'en soucie. Et parfois, le but de dire quelque chose n'est pas pour la personne qui l'entend. C'est pour la personne qui le dit. » Il resserra son bras autour d'elle. « Alors écris-la. » Elle l'écrivit cette nuit-là à la lueur de la lampe. C'était court, 4 phrases. « Madame Hadley, je vous écris pour vous informer que j'ai épousé Josiah Harlon. Je vais bien, je n'écrirai plus. » Elle la scella et Josiah la posta la prochaine fois qu'il se rendit à Miller's Crossing. Elle ne reçut jamais de réponse et ne s'y attendait pas. La lettre n'était pas un pont. C'était une porte, et elle la fermait. L'été continua de brûler, les jours longs et pleins. Le jardin de Ruth Ann prospéra. Les haricots grimpant sur leur tuteur, les courges lourdes sur la vigne, le maïs plus haut qu'elle. Elle apprit à monter le hongre, ses jupes relevées et ses cheveux flottant au vent. Et parfois, Josiah s'appuyait sur la clôture et la regardait faire le tour du pâturage avec une expression sur son visage qui était un mélange d'admiration et de terreur. « Tu montes comme si tu étais en colère contre le cheval, » lui dit-il une fois. « Je monte comme une femme qui a passé 2 ans sans être autorisée à quitter la cour. Juste remarque. » Elle était plus forte qu'avant. Ses bras étaient musclés à force de transporter de l'eau et de fendre du petit bois. Sa peau était bronzée par le soleil. Les creux de ses joues s'étaient remplis. Et quand elle apercevait son reflet dans l'abreuvoir, elle voyait quelqu'un qu'elle reconnaissait presque. Pas la jeune fille qui avait épousé Virgil Hadley. Pas le fantôme qui avait survécu à la maison d'Ada, mais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qu'elle apprenait encore à connaître. Un soir, alors que la chaleur commençait enfin à baisser et que l'air portait la première promesse lointaine de l'automne, Josiah rentra du pâturage et trouva Ruth Ann assise à la table avec un morceau de papier et un crayon. « Tu écris une autre lettre? » demanda-t-il. « Non, je fais une liste. »« De quoi? » Elle la lui montra. « Des choses que je veux faire. Des choses que je n'ai jamais pu faire. Des choses qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire. » Il s'assit en face d'elle. « Lis-la-moi. » Apprendre à tirer correctement. Lire tous les livres de la bibliothèque de près de Miller's Crossing. Apprendre à quelqu'un d'autre à lire.
Construire un vrai poulailler, pas juste un truc rafistolé. Faire pousser quelque chose qui fleurit, voir l'océan. Elle leva les yeux. Trop? Pas assez. Il tendit la main et prit le crayon. Au bas de la liste, il écrivit une ligne de plus et la lui repoussa. Elle la lut. Être heureuse. Je me suis dit que tu pourrais oublier celle-là. Je ne l'ai pas oubliée. Elle couvrit sa main avec la sienne. Je ne savais juste pas que j'y avais droit. Tu y as droit, Ruth Ann. Tu y as toujours eu droit. Les gens qui t'ont dit le contraire avaient tort. Elle plia la liste et la mit dans la poche de la chemise en flanelle qu'elle portait encore tous les jours. Elle y vivait, près de son cœur, une carte de la vie qu'elle construisait, une ligne à la fois. Cette nuit-là, elle se tint sur le porche et regarda la terre. Le moulin à vent tournait lentement. Le bétail était des formes sombres dans le pâturage. Le ciel était épais d'étoiles. Josiah vint derrière elle, et elle s'appuya contre lui. Ses bras l'entourèrent, et elle sentit le battement régulier de son cœur contre son omoplate. Josiah. « Ouais, merci. Pourquoi? De ne pas m'avoir sauvé. » Il resta silencieux un moment. « Je t'ai sorti d'une ruelle. Tu m'as amené à la porte. Je l'ai franchie moi-même. » Elle se tourna dans ses bras et leva les yeux vers lui. « C'est la différence. Oh, tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as donné l'espace de me sauver moi-même. Et ça vaut plus que n'importe quel sauvetage parce que ça veut dire que je sais que je peux le refaire si je le dois. » Il pressa son front contre le sien. « Espérons que tu n'aies pas à le faire. Mais si je le dois, si tu le dois, je tiendrai la porte ouverte. » Elle l'embrassa lentement et sûrement, comme il faisait tout maintenant, avec la patience de deux personnes qui avaient appris que les meilleures choses poussent en leur temps. Derrière eux, la cabane était solide et chaude, la lumière de la lampe se déversant par les fenêtres. Le jardin poussait dans le noir. Le peigne en argent captait la lumière des étoiles dans les cheveux de Ruth Ann, et la liste dans sa poche bruissait doucement contre son cœur, un rappel silencieux que la femme qui avait été traînée dans la cendre et tondue comme un mouton était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui s'était battu pour son propre nom, sa propre terre, sa propre vie. Quelqu'un qui avait choisi d'aimer et avait été choisi en retour. Quelqu'un qui savait que les cicatrices n'étaient pas la fin de l'histoire, mais la preuve qu'on y avait survécu. Ruth Ann Calloway. Harlan se tenait sur son propre porche, sur sa propre terre, avec son propre nom. Son propre homme et son propre avenir s'étendant devant elle comme la route ouverte qu'elle avait empruntée pour arriver ici, et elle n'avait pas peur.